Allez, bonjour à toutes et à tous. Vidéo un peu particulière, je vous fais juste une toute petite intro que je vais coller et adosser avant de vous coller l'autre vidéo. Donc, je vous dirai en fait deux fois bonjour de suite. C'est juste pour vous prévenir, pour les traders crypto, je traite les cryptos à la fin de cette émission de manière un peu plus globale, à l'amont de ce week-end important, je pense, pour les crypto-devises. Donc pour ceux qui sont purement crypto, je vous invite à aller plutôt sur la fin de la vidéo et ne pas perdre votre temps. Je sais que certains me font des remarques à ce niveau-là en ce moment, donc je tiens compte de vos choses. Je suis désolé, j'ai encore oublié, j'aurais dû les traiter au début, mais elles ont été traitées à la fin, donc je vous invite à aller plutôt à la fin de cette vidéo si vous êtes un trader crypto. Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire donc une espèce de clôture swing anticipée, même si beaucoup de choses pourraient changer d'ici ce soir. Mais on va essayer d'envisager les niveaux sur lesquels les indices principalement vont probablement essayer de se neutraliser. Donc quelles sont les zones sur lesquelles on va essayer d'aller se positionner. Le NFP aujourd'hui avec donc un chiffre ADP hier un petit peu décevant en dessous du consensus en tout cas, donc on va voir ce que le NFP propose aujourd'hui. Très honnêtement, je pense que le marché se fout littéralement du chiffre en l'état. Ça va simplement permettre d'amener un petit peu de volatilité, c'est-à-dire réduire la liquidité en amont du chiffre pour la retrouver juste après. Donc un peu de volat à la publication, c'est probablement tout ce qu'il faudra attendre de ce chiffre-là. Donc pas de grande surprise probablement aujourd'hui, étant donné que la grosse journée s'est produite hier. Donc dans un contexte très tendu où je vous avais alerté du risque, parce qu'il n'y en a pas souvent des séances où on touche un niveau de risque comme ça. Maintenant, heureusement, hein, ça faisait partie des choses. Wall Street vient sauver le truc. Alors évidemment, derrière sur les réseaux, tout le monde vous dit mais c'était anticipé, c'était sûr. Ben non, c'était pas sûr du tout. Et la réalité, c'est qu'effectivement, ça aurait très bien pu se péter la tronche, mais allègrement, si on avait décidé d'aller plus bas. Allez, pardon. Je ne sais plus du tout où j'en étais, mais donc voilà, Wall Street sauve un petit peu les meubles. Par contre, alors la première des choses qu'on va aller faire, et je vous invite cordialement à le faire également, c'est d'aller regarder la tronche des volumes en daily et sur le cash. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, voilà, on commence à retrouver plusieurs jours de suite. Alors le problème, c'est que, au final, c'est pas non plus un volume énormissime. Donc je dirais, on reste dans le range. Je maintiens toujours de toute façon mes appels à la prudence sur cette zone de prix. Je ne pense pas que les indices américains se dirigent vers de nouveaux sommets historiques derrière. Je pense qu'il faudra rester sur des schémas oscillants jusqu'à la fin de l'année et voir un début d'année 2019 peut-être plus négatif que positif. Tout ça, ça dépendra effectivement des publications de résultats. Si les publications ne sont pas trop mauvaises, dans ce cas-là, une petite remontée, mais difficilement aller sur des sommets historiques, ou peut-être très marginalement, si les résultats sont vraiment bons, mais je pense que dans tous les cas, 2019, on ira vers la purge des volumes ETF, et il me semble qu'on risque d'y aller avant de remonter. Voilà. Donc à voir, mais peut-être on reparlera de tout ça en 2019. Pour l'instant, apparemment, Wall Street tient donc à sauver ses supports. Donc pas de déclenchement de panique. Hier, la peur, certes, mais je vous ai dit, pour moi, je recherche les étapes psychologiques sur Wall Street. On est pour moi sur des patterns de fin de cycle majeur, donc je suis les étapes psychologiques du marché supportées par des états techniques. Donc là, on est toujours pour moi dans un cadre technique, c'est-à-dire qu'effectivement, on vient chercher la peur, et dès que la peur arrive, Wall Street buy the dip. Là, j'ai plutôt envie de dire que je changerais même le vocabulaire, j'appellerais plus ça un buy the dip, j'appellerais ça un save the dip. C'est plutôt dire, bon, c'est pas encore le moment de la panique, donc on achète pour le moment marginalement les volumes vendeurs, histoire qu'on ne passe pas sous les supports majeurs. Maintenant, je vous dis, ça va probablement finir par arriver. Quand ça va arriver, effectivement, là on passera de la peur à la panique, et là il faudra adopter des stratégies de trading avec des patterns psychologiques qui sont bien différentes. Et là, effectivement, c'est pour ça que dans ces patterns-là, je fais des alertes aux traders débutants ou ceux qui sont en phase d'apprentissage, c'est-à-dire très précoce, parce que ces patterns psychologiques, vous ne les maîtrisez pas et vous ferez probablement partie de ceux qui se font démonter dans ces schémas psychologiques. Donc, j'ai bien prévu de vous faire des cours sur ces patterns psychologiques dès l'année prochaine. Effectivement, là, n'ayant pas eu le temps de le faire, hier, j'ai préféré vous dire, ne touchez pas les boutons, ou touchez-les en même temps que moi, histoire qu'on ne s'arrache pas trop les dents. Bon, évidemment, hier, il y en a qui ont fait les malins et qui ont acheté toute la journée, mais ça, c'est toujours pareil, c'est l'envie irréductible d'appuyer sur des boutons quand ce n'est pas nécessaire. Moi, hier, on va revenir dessus rapidement, j'ai appuyé 3 fois sur les boutons, 2 fois sur les boutons, non, 3 fois, je ne sais plus. On va revenir sur le DAX, on va le refaire
rapide, Iudaxu. Et là, voilà, il y a eu, je crois que j'ai pris un peu par là aussi, hein, je ne sais plus, il me semble qu'il y a eu un 840, je ne sais plus. Alors attendez, je vais me refoutre en 2 minutes, ça me rappellera tout. Je sais qu'il y en avait au moins deux, hein, des points d'entrée, celui qui était parfait et le premier de la matinée, mais j'ai dû trader 3 fois. Oui, voilà, il y avait celui-là, voilà, c'était ça, c'est celui-là le exit que j'ai récupéré. Voilà, donc il y avait 3 trades à faire hier. Le premier, ici, il n'est pas passé. Celui-là était très agressif, hein, je l'ai dit, je le prends. Je suis conscient que c'est très agressif, c'est pour savoir si on attaque la journée en neutralité avant de péter Wall Street. Bon, on ouvrait avec un gap baissier, fallait être bien accroché sur le slibar pour faire un truc pareil. Bon, forcément, ça n'a pas marché. Donc ça a été en gros entrée par là, sortie par là. Bon, petite perte, rien de bien méchant. Celle-là, je m'attendais plus ou moins à me la prendre. En tout cas, ça ne m'a pas surpris. Il y a eu le deuxième achat ici, qui a tenu toute la matinée, et je l'ai ressorti à break-even quand on se l'est fait péter par là. Voilà, donc lui, c'était pas une perte. Voilà, c'est ça. Donc moi, en fait, les 3 points hier qu'il y avait à payer, c'était vraiment ça. Le premier, très agressif. Et celui-là, je vous avais prévenu qu'il était costaud et qu'il fallait être bien accroché pour le prendre. Celui-là, il n'a pas été montré ici parce que la pattern exit s'est pas déclenchée à un petit chouïa près. Alors évidemment, je suis allé corriger cette pattern exit. Il y a tout à fait un exit à prendre ici. Voilà, bon, de toute façon, moi je connais quand même mes patterns, hein. Effectivement, ici ça aurait dû se déclencher, je vous dis, c'est passé, mais un petit chouïa. Donc j'ai effectivement corrigé ce petit chouïa, hein. C'est ce que je fais de toute façon, j'optimise les algos toujours au fil du temps. Bref, donc cette pattern-là, on l'a prise de toute façon ensemble. Stoppé ici, donc en gros là, une petite perte, c'était 15-20 points, je ne sais plus, mais c'était minuscule, rien du tout. De toute façon, la taille de position était aussi minuscule. Celle-là, je l'avais prise avec un peu plus de conviction, elle n'est pas passée. Et la dernière, ça a été celle-là, déclenchée ici à 805, un peu agressivement, mais je l'ai prise. Voilà, bon, évidemment, derrière, on est allé chuter sur la clôture, mais bon, c'était pas non plus, voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, il y avait une target ici en 2 minutes, je ne sais plus pourquoi elle n'est pas passée là. C'est bizarre comme marché. Ok, bon, ça me surprend un peu, parce que normalement, je me souviens avoir payé une target ici, parce que je vous avais dit, non, ok, je vous dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà, ici, donc, le bon prix, clôture du cash, non, mais ça me paraît bizarre, s'il y avait eu une target là, j'aurais pas payé ce truc-là. Bon, c'est les mystères de TradingView, ça, des fois, ça me pète les couilles, TradingView, ça se repeint, et ça m'énerve, mais au possible. Enfin bon, bref, des fois, les données, quand vous les bouffez en temps réel, elles sont pas les mêmes que quand vous les voyez sur des replays une fois que les bougies sont clôturées. Alors, c'est-à-dire que des fois, en fait, tu vois ton graphique, si ça s'est imprimé en temps réel, tu fais actualiser le graphique, tu vas pas spécialement avoir les mêmes trucs. Et ça me gonfle sérieusement, hein, côté TradingView, mais bon, je ferai d'autres tests. Moi, je vous garantis, en tout cas, les indicateurs ne se repeignent pas, c'est pas possible dans le code de le faire. Donc, c'est juste impossible. Bref, donc, payer ici, dans tous les cas, ça avait été pris avec un stop large. Stop qui a quand même été frôlé, hein. De mémoire, j'étais à 52 en stop ou 53. Donc, je suis quand même pas passé bien loin. Mais voilà, donc celui-là qui a été pris tous ensemble, et voilà, normalement on aurait dû théoriquement, si j'avais vu cette putain de target ici, acheter ça, comme ça on aurait été encore mieux. Ma gestion du risque a été faite là, voilà. Et évidemment, bah, c'est voilà, respect de la stratégie. On est venu taper le canal de tendance. Bon, pas d'alerte. La divergence, je veux bien, mais quand on fait un V-bottom comme ça, je ne la traite pas. Donc là, aucun problème. TP ici, évidemment que j'ai géré mon risque. C'est par là, je crois que j'ai payé mon stop. Ou peut-être là, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai payé mon stop, je me suis fait la malle et basta, on n'en parlait plus. Ce trade DAX, je l'ai donc toujours. Théoriquement, là, ce matin, on a le premier renfort qui arrive en 2 minutes. Pour ceux qui veulent faire un peu d'intraday, voilà le dernier signal exploitable à l'achat ici. D'accord. Celui-là, il se produit, hein, je vous rappelle, il y a du bleu, mais est-ce qu'on achète ça? La réponse, normalement, vous la connaissez. Bah non, ça se produit au milieu de nulle part. Ça, on fait rien du tout. Ces trucs-là, on peut les prendre quand on est en tendance, à la limite. Mais ça, c'est pas une tendance. Là, on neutralise la tendance baissière, donc on range, on fait du dans les deux sens, et après, on installera un sentiment de tendance haussière. Là, on vient juste de casser la tendance baissière en 2 minutes. C'est tout. Voilà, donc là, ceux qui pensent que ça y est, le bottom est validé, on a déjà tout gagné, non, carrément pas même, hein. Là, on a juste mis un gros coup au mouvement vendeur, grâce à Wall Street, mais c'est pas du tout terminé cette histoire-là, hein. Voilà, là, on est parti sur une structure de range. Notez, moi, ce Fibo majeur, il est à 910, voilà,
Donc vous voyez, comme par hasard, en plus, c'est le niveau qui travaille, hein. Donc c'est le niveau Fibo, celui-là, il faut que vous l'ayez sur vos graphiques. C'est le niveau Fibo hebdo. Voilà, vous voyez bien que le marché le traite, ce prix à chaque fois. Merde, Alt H, voilà. Donc vous me le foutez en rouge parce que ça, c'est le gros niveau. Donc en gros, il y avait cette zone-là à acheter, hein, d'accord. Donc là, je vais la mettre, je vais le mettre encore. Je ne vais pas faire plus gros que ça, non. C'est pas grave, c'est bien comme ça. Donc voilà, ce gros niveau Fibo, d'accord. Voilà. À garder à vos écrans. L'excès qu'on a fait sur le gap, c'est-à-dire qu'en fait c'était dans cette zone-là qu'il fallait acheter. On pouvait acheter à partir de là le haut de la zone. On est allé chercher le bas pour la raison technique de clôture du gap. Maintenant, pour ma part, c'est fait. On a trouvé le support ici. On ne grillera pas sous cette zone, ce qui fait que moi mon stop il est là, juste sous cette zone, et il est payé. J'ai pris très petit profit ici pour payer mon stop, et mon stop est là. Normalement, il est, je pense, safe. Maintenant, est-ce qu'on arrive à sortir de la zone d'achat? Oui. Vous voyez que ça ne tient pas bien longtemps, quoi. Dès qu'on sort, c'est take profit. Alors ça, évidemment, moi, à ce moment-là, j'étais plus devant mes écrans. Hier, je vous dis, j'étais tellement lessivé, je suis allé me coucher à 8h30. Voilà. Alors un peu plus, je crois, 9h, mais je vais aller me coucher très tôt. Donc ça, j'ai pas vu. Si j'avais vu, j'aurais peut-être repris une petite tranche de profit. Là, en gros, ça m'aurait fait TP et j'aurais racheté ici ce matin. Là, évidemment, ce n'est pas le cas, donc je laisse faire. Je ne rachète pas ici parce que je n'ai pas sorti du cash là-haut. Donc je fais Kutchi. J'attends comme toujours une consolidation en deux vagues ou la mise en place d'une structure de range, c'est-à-dire que je veux soit deux vagues de baisse, d'accord, soit trois vagues en contraction, d'accord, tac, 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 tac. Hein, si je vois une structure comme ça, type triangle, là je ne sais pas, pour moi on est en train de former des bases de range, donc tout ce que je sais c'est que dans la base de ce range, soit j'achète en bas, c'est-à-dire sous les 76,4, donc là, pour moi, DAX ce matin, la seule façon de le traiter, c'est soit d'attendre qu'on vienne chercher ça. What? Depuis quand tu me fais des alertes avec des lignes, toi? Je veux pas ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je vais pas demander des alertes. Ah non, de Dieu, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Je veux pas te ligne à la con là. Voilà. Ok, donc voilà, moi c'est par là que j'achète. Tant qu'on n'est pas là, je ne peux pas valider ma structure à baisser. C'est-à-dire que dans un range, j'ai qu'une vague de baisse. Soit la deuxième vient chercher la zone de prix qui m'intéresse, j'achète. Soit j'ai un signal dans et sous le canal de contexte. Je vous rappelle que dans un range, il faut casser le canal de contexte. Donc au moins dans le canal, voire dessous pour des achats. Ok? Donc je vais quand même mettre une alerte au-dessus, ici au niveau du niveau 61. Si j'ai un signal qui arrive au niveau de 61%, pourquoi pas? Mais non de Dieu! Mais c'est pas possible, ils vont me foutre des lignes d'alerte tout le temps là ou quoi? Où est-ce qu'on met? Il doit bien y avoir une option pour ces conneries là. Non. Putain. Non, bah non. Alors, il va pas me mettre des lignes d'alerte à chaque fois, non de Dieu. Bref, voilà, donc sur ces zones de prix, Daxou ce matin éventuellement, sinon je le laisse comprimer sous la zone, c'est-à-dire dans ce cas-là former un triangle. Si je le vois former ce genre de structure là, un triangle à la con, évidemment tout ira bien pour jouer la maturité de ce triangle à l'achat en cassure haussière de la zone. Moi clairement je pense triangle. Bon, je vous le dis comme ça, après, en attendant, soit j'attends midi, midi et demi, l'amont de la session américaine pour essayer de voir comment ils traitent ça. Attention, ça peut aussi être vague A, B en triangle et vague C cet après-midi baissière. Donc faites gaffe aussi, ça ne veut pas dire qu'il faudra obligatoirement acheter. Ce que je veux dire, c'est que je n'achèterai pas le triangle, j'achèterai le breakout haussier du triangle. Évidemment, si ça part au sud, j'attends toujours cette zone-là à Wall Street. Hein. Enfin voilà, sur le DAX, pour acheter du DAX. Face à Wall Street. Alors j'ai acheté un petit peu de S&P 500 aussi hier. Je sais, j'avais dit que je n'achèterais pas les US, mais au final j'ai acheté quand même. J'ai acheté sur là, quand on a fait le pullback sur le canal en 50%, sur le 50% du canal en 15 minutes. Donc en fait, hein, voilà, on mettait là, je veux dire exactement où j'ai payé.
on va attendre que ça charge. Voilà, hop. En fait, vous voyez ça là, le 50% du canal en 15 minutes, c'est ça que j'ai payé. Je me suis dit, allez hop, pouf, ça dès qu'on prend, je paye. Je cherche pas à comprendre. Voilà, hop, ça a été payé tout en bas. Et le reste, c'est, je vais pas toucher, j'ai sécurisé le trade, je sais plus où, probablement là d'ailleurs. Et voilà, donc derrière S&P 500, je m'en bats les couilles, là aussi j'ai un trade, on va voir ce qu'il en est, pour l'instant ça tient. Il est à break-even, ça fait que là maintenant on vient me le rechercher, j'en veux plus, mais normalement ça devrait bien se passer. Par rapport au suivi qu'on a fait hier en intraday, alors je sais évidemment aujourd'hui là je vous fais plus une émission intraday parce que je pense qu'il faut revenir sur la séance d'hier. Et évidemment, après, on regardera en swing les clôtures. Mais c'est en fait pour arriver aux conclusions de clôture que je suis obligé de faire l'intraday aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on avait traité dans la salle de live ensemble, où je vous ai dit, on ne panique pas à Wall Street tant que Wall Street ne casse pas le bas de l'IBR, c'est-à-dire ce qu'on appelait la première bougie de cotation horaire, l'amplitude horaire balayée au sein de la première heure de cotation. On l'a donc traité, reporté au sud, ici clôture européenne et Wall Street enclenche les algos, ça achète et on save the dip. Ok ? Je vous avais dit, attention, ici on va probablement s'arrêter et on va voir si ça revend l'IB-range, c'est-à-dire si on rejette la zone de cotation d'ouverture. Si ici on avait rejeté à la baisse, qu'on était reparti là, c'est là que la Bérésina se serait probablement enclenchée en cassure baissière de l'IB-range. Parce que, je vous l'ai dit, il fallait voir le marché, je pense aujourd'hui, enfin hier, de façon technique à Wall Street, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savaient probablement pas comment gérer cette session. Pour ça, ils allaient tâter le terrain en installant une zone de neutralité. On l'a vu parce que ça a tenté de breaker en 15 minutes. Rappelez-vous, le 15 minutes sur le S&P, c'était un truc de dingue. Je vais juste effacer ça maintenant qu'on a réagi dessus. Donc voilà, le truc en 15 minutes, pourquoi j'ai pas de fucking signaux là? Ah mais oui, ok, d'accord. Je me disais aussi, je ne voyais pas les breaks. Voilà. Donc on s'était fait break haussier, break baissier. Vous avez dit, bon ok, il cherche l'équilibre. Dans ce cas-là, c'était parfait. Donc formation de libé-range, cassure baissière, donc ça donnait quand même un ton baissier à cette journée. Mais la condition, c'était qu'on reste là-dedans. Et en gros, qu'on revienne tester libé-range, qu'on le rejette. Et si ici, on avait rejeté le report baissier de libé-range, initial balance, ça veut dire en gros, c'est la première, c'est l'amplitude balayée sur la première heure de cotation à Wall Street. Bref, en gros, ici, si on avait fait ça et ça, c'était sous ça qu'on déclenchait de la tendance. Je vous avais bien donné ce niveau-là, les 2620, en vous disant, faites gaffe, si on passe là-dessous, c'est là que ça devient saignant à Wall Street. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas aujourd'hui. Et si là, aujourd'hui, on revient chercher cette zone, ça va saigner. Je vous le dis direct, ça va. Ce qui s'est produit hier à Wall Street ne veut absolument pas dire que le support est safe et que c'est terminé, que ça y est, on a fait le V-shape et on n'y retournera pas. Vous ne faites pas avoir, vous ne faites pas enfumer du tout. On va très probablement revenir tester l'IB-range d'hier, c'est-à-dire essayer de revenir par là. Et puis si ça ne paye pas aujourd'hui, si on revient chercher ça et qu'on va dessous, c'est au revoir Wall Street. Hein. Donc faites très 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 attention. Alors attention, il faudra quand même tenir des clôtures sous ces trucs-là. C'est-à-dire que si on vient juste mécher pour sortir les imbéciles, il ne faudra pas non plus passer que c'est Bérésina baissière. Mais je pense qu'il faut aborder Wall Street avec beaucoup de pragmatisme. C'est-à-dire que rien n'est gagné. Cette zone est pour l'instant donc une zone de rejet qu'on est allé chercher pour un niveau technique. Il y avait un niveau technique également ici sur le S&P 500. Donc hier, on a fait un trading très technique où on a save the dip. Pour considérer buy the dip, il faut franchir la résistance. C'est-à-dire que ce qu'on a fait hier comme plus haut, il faut réussir à le franchir ou venir clôturer la semaine ici. Je vous rappelle à quoi ressemble la clôture hebdo du S&P 500. Vous avez quand même... Alors, voilà. Clôture hebdo du S&P 500. Cassure du plus haut, cassure du plus bas. Bon, ça doit vous montrer normalement l'indécision ambiante dans laquelle on est. On est toujours survendu en hebdo, mais les niveaux de support pour moi sur le S&P sont beaucoup plus loin. Là, on est sur un support 14,6%. C'est très très rare, 14,6% qu'on tienne ça. Si on les tient, tant mieux. Hein. Ça veut dire un signe de très forte résilience à Wall Street. Bon, moi, je ne suis pas emballé par cette idée-là, mais on va voir. Voilà. Si ça tient, ok. Moi, je dirais que pour vraiment buy the dip avec une conviction, il faudrait revenir tester ça. Vu le niveau de maturité, là, c'est au moins quand même 50% du canal majeur. Et je dirais boum, boum, et là, oui. Donc, je reste toujours en faveur d'une reprise baissière à Wall Street, mais peut-être que l'année prochaine. Parce que si on s'attaque à baisser là, maintenant, au mois de décembre, il va falloir baisser très vite. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut faire semaine prochaine, là, semaine d'après, on revient. On peut faire ça. Ça reste possible.
Pour l'instant, c'est pas le scénario que Wall Street semble valider. C'est-à-dire, on termine l'année ici, on fait bien notre doji annuel, on a ouvert là cette année, on va probablement clôturer par là. Voilà. Et en gros, on a tapé un peu au nord, un peu au sud, et on finit à l'équilibre. Et début 2019, probablement, boum, on met tout le monde d'accord, on casse le plus bas annuel. On revient évidemment, parce que tout le monde ici va être en mode panique, bear market, et il faudra acheter la panique initiale. Donc moi je pense que c'est là que se réalisent les achats de S&P 500 en 2019. Ensuite on laisse tout mourir au courant de 2019 et évidemment on recherche les ventes pendant l'été. Ok? Ça sont donc toujours mes scénarios swing, toujours d'actualité. Je pense toujours qu'on n'a absolument pas fait le dip qu'il faut acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas le buy the dip ici mais plus le save the dip parce qu'il ne faut pas encore les faire paniquer nos petits particuliers. On va attendre 2019 pour ça. Voilà le schéma que j'ai pour moi dans la tête. Donc attention à ne pas considérer cette bataille comme terminée puisqu'elle en est très très loin. Mais je pense qu'on est bien en train de former notre vilain triangle dont je vous ai parlé déjà il y a un bon moment. On est en train de former un triangle autour de la moyenne 200 jours et je pense qu'on va s'en extraire par le bas d'abord avant d'y revenir. Côté US Oil, on va en parler parce que l'US Oil, il est intéressant. Donc en hebdomadaire, voilà ce qu'on a. Donc là, on va voir comment ça clôture aujourd'hui. Si on rejette toujours ce niveau Fibo 54,61 en l'état, c'est problème. Ok? Alors, ces problèmes, on va voir. Maintenant, bon, si ce niveau-là doit redevenir résistance, moi je pense qu'on va rester un moment dessous. C'est-à-dire qu'évidemment, l'US Oil, c'est comme le gold. Ils vont nous casser les couilles et tant que le dollar ne nous fout pas la paix, on ne pourra pas repartir au-dessus de ce niveau. Est-ce que c'est cataclysmique pour autant? Non. Mais est-ce qu'on va faire une morning star et qu'on va enfiler tout le monde pour être là dans 3 semaines? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense qu'on va, après la manipulation, laisser du temps à ceux qui ont fait cette manipulation pour sortir. C'est-à-dire on va digérer la distorsion de marché puis on va la corriger. Donc pour l'instant, je serais favorable à l'installation d'un range dans cette zone de prix, on va dire entre les supports qui se trouvent là et la résistance là. Donc tant qu'on est là-dedans, interdiction pour moi de vendre, puisque je pense que c'est une zone de soutien dont on s'extraira par le nord. Mais là-dedans, faites attention. Voilà, pour moi, ça c'est le précédent range dans lequel voilà, beaucoup de prudence me semble être nécessaire. Si je prends les clôtures, voilà, normalement je devrais prendre mon niveau 85,4. Allez, on va le faire, comme ça je serai précis. Donc en fait, on est toujours dans la bonne vieille stratégie du range, que vous connaissez normalement. Et voilà, normalement on est supposé trader ici, dans cette zone-là, à l'achat. Donc là précisément, c'est la zone d'achat. Je vais la nommer, comme ça on sera tous d'accord. Ok, donc ça c'est la zone achat. Alors, je vous rappelle quand même que, contrairement à ceux qui traitent le marché en voyant ce qu'ils proposent à instant T, machin, bidule, truc, muche, normalement vous devriez être au courant de ces zones de prix depuis un bon moment, je vous en parle quand même, de vous dire que je voulais pas du tout, je voulais vendre le pétrole là-haut, j'ai raté mes ventes, mais l'objectif était bien de vendre le pétrole pour revenir le racheter ensuite à bon compte ici. C'est exactement donc ce qu'on est en train de s'offrir. Mais pour moi, ça c'est une zone d'achat claire, nette et précise. Là-dedans, pour moi, il est interdit de vendre quoi que ce soit sous peine de sanctions. Putain, c'est pas vrai, il va falloir que je recommence. Bon, de toute façon, c'était à peu près par là. Voilà, on va dire les plus basses clôtures. Voilà. Donc ça, c'est une zone acheteuse pour ma part. Je vous invite cordialement à ne pas vous foutre de la moindre vente là-dedans pour éviter de vous faire piéger. Vous avez bien compris comment fonctionne cet actif-là. Il fait un peu n'importe quoi. Maintenant, est-ce qu'on va pas venir tester là aussi la zone 50 pour se faire plaisir? Un petit toc-toc, histoire de mettre tout le monde d'accord. Moi, je ne suis pas contre. En tout cas, l'US Oil, je le garde. Il n'y a pas de souci, c'est un trade que je vais tenir un bon moment. L'eurodoll, GBP, USD, ça bouge pas. USD, Yen, on valide toujours pas les creux. Et la UDN, ZD, grosse mèche basse hier sur la pattern de take profit, je pense, et j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir casser le plus haut. Normalement, les patterns de TP, je vous rappelle ce qu'elles font. Voilà, hop, la pattern de TP, donc clôturée hier. Là, vous voyez les flèches, elles sont bien bleu-bleu, c'est-à-dire c'est la seule fois là où j'ai un signal d'achat fort sur la UDNZD. Alors il y en a eu un faux ici, mais c'était un signal d'oscillateur, donc ça fallait être showtime pour payer ça. Voilà, là pour moi, signal d'achat clair. Maintenant, je vous ai alerté de ce risque d'une lessiveuse, c'est-à-dire un canal où on latéralise à plat, on latéralise et on a. Dans ce cas-là, on installera une tendance baissière forte sur la UDNZD. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'ici c'est le dip. C'est le bottom, on est dans la zone qu'il faut acheter, c'est-à-dire dans un range, on casse le contexte, ça essaye d'installer une tendance, tout le monde pense qu'il y a tendance, et hop, raté, on réintègre, on repart dans l'autre sens, et évidemment tout à l'achat.
Moi, je pense sincèrement, la UDNZD, il faut l'acheter. Maintenant, moi, je suis déjà suffisamment dedans et je serre les fesses, donc il est hors de question que je me surexpose. Donc là, moi, je suis déjà au-delà de mon max drawdown, qui est normalement 2,5-3% sur un trade en perte. Là, je suis au-delà de ces 3%. Très légèrement, mais j'y suis. Normalement, ça veut dire que là, je devrais déjà sortir ces trades. Je ne le fais pas parce que je pense que c'est le pire endroit pour sortir la UDNZD. J'ai pas envie de le sortir tout en bas. Je le fais, encore une fois, comme l'euro-yen, que parce que j'ai des gains dans la poche avec cet actif avant. Donc en fait, je prends le risque d'aller au-delà de ma perte maximale parce que je réinvestis les gains que j'ai précédemment pris sur cet actif. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que j'y vais en mode no limit et que je fais ça en buy and hold, pas de stop et compagnie. Non, non. Il y a bien une invalidation. C'est que c'est simple. La UDNZD, j'ai pris 7% dessus. Net sur le compte, de positions qui ont été sorties. Soit de TP partiel, soit de machin. Ça veut dire que je peux bouffer ça. Voilà, je m'autorise 7% de perte, je n'irai pas plus loin. C'est-à-dire que je ne veux pas passer en négatif sur tout mon scénario à UDNZD. Si je vais à 7%, là clairement, c'est beaucoup plus bas que ça, 7% c'est là. Là effectivement pour moi le trade sera sorti, c'est clair. Je l'aurais probablement sorti avant. Mais est-ce que je m'autorise d'aller un peu plus loin que mes 3%? Oui, voilà. Mais seulement pour cette raison-là. Si vous avez suivi ce scénario à UDNZD, que vous vous êtes fait stopper, c'est normal et ne pleurez pas. Voilà. Vous re-rentrerez une fois que cette pattern-là sera validée. C'est-à-dire le TP, c'est très difficile à payer. Rappelez-vous, c'est extrêmement difficile, c'est la pattern la plus faible. Ça veut juste dire que les opposants sont en train de prendre des profits. Généralement, ça fait des pullbacks. C'est-à-dire que pour moi, la UDNZD, il va déjà commencer par faire ça, venir tester la cassure de son oblique. Et c'est là que tout va se passer. Pour moi, la UDNZD, semaine prochaine, il fait ça. Voire peut-être même aujourd'hui, on va voir. Mais la semaine prochaine, il y aura retest de ça. Et c'est là, c'est ça qui conditionnera tout. Si ici, la UDNZD est revendue et qu'on revient casser le plus bas, je pense que c'est mort. Là, franchement, je pense que ce sera mort pour la UDNZD. Par contre, si on revient ici et que ça paye, c'est-à-dire qu'en gros, on invalide la tendance baissière et qu'on va chercher les niveaux de retracement Fibonacci, d'accord? Donc dans un premier temps, 23,6, voire 38,2. Je suis désolé les cocos, ce sera un bon vieux truc habituel, le range en deux vagues de la UDNZD, la première vague courte, la deuxième extrêmement longue, chiante, qui relance 15 fois comme la précédente. On est exactement dans le même schéma. Première vague de baisse très visible, consolidation à plat, et énorme vague baissière pour la seconde, qui fait chier tout le monde, moi y compris. Deux fois, je me suis fait baiser la même fois ici sur la UDNZD. C'est le même schéma dans lequel je me fais prendre deux fois de suite. Vraiment, regardez, la similarité, c'est impressionnant. Ça vient là, ça consolide à plat, et ici, grosse tendance stupide, interminable, pour qu'au final, on efface tout ça. Voilà. Donc, à voir sur la UDNZD, mais je ne sors pas pour les raisons que je vous évoque. Je prends des risques, je suis complètement conscient de ces risques, j'y vais pas en mode all-in et no limites, bien loin de là, mais je ne refuse sincèrement de prendre une perte, c'est-à-dire de vendre sur une zone où les vendeurs sont en train d'encaisser, c'est-à-dire d'acheter. Je ne veux pas être la contrepartie des vendeurs, c'est tout simplement ça. Ok? Au risque de me faire péter la tronche, mais j'assume pleinement. Tesla, je vous en parle parce que je pensais la vendre, mais je vais rester un tout petit peu en retrait pour l'instant, dans l'attente d'informations supplémentaires, si le graphique veut bien charger. Bon, la TradingView a rendu les armes. Je vais attendre que ça veuille bien reprendre et on finira l'émission. Je prendrai vos questions évidemment après sur YouTube, puisqu'on est vendredi. Je ne pourrai pas toutes les prendre parce qu'on a déjà une demi-heure d'émission, mais il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je prendrai les questions qui me semblent les plus pertinentes. Ceux qui se sentent lésés et qui veulent quand même une réponse à leurs questions, évidemment, vous n'hésitez pas à les reposer. On essaiera de les traiter la semaine prochaine, évidemment. Allez, ça y est, on y est. Donc Tesla. Ici, je fais très attention à ça, voilà à quoi ça ressemble en intraday. Donc moi en général, ces structures, soit en forme un diamant, c'est-à-dire que là vous voyez bien la structure d'expansion, soit on est en train d'entamer une structure de compression, et dans ce cas-là je veux voir un creux plus haut que le précédent, et normalement je vendrai le dernier, et la cassure et la rupture baissière de ce diamant. Option numéro 2, c'est un porte-voie qui est en train de se former. Si on forme le porte-voie, je veux une nouvelle vague de hausse, d'accord, qui vienne chercher normalement cette trendline. Ok, donc soit on fait ça, le porte-voie, je veux une nouvelle vague et c'est par là que je vendrai, donc un peu plus haut sur Tesla. Le problème c'est que Tesla pour l'instant a un news flow plutôt positif. Je n'ai aucun signal de momentum à vendre. Pire, j'ai l'impression qu'effectivement ici on est en train de consolider à plat avant d'en recoller une au contact de la trail line qui n'est pas franchement folle, elle est à moins 42, ça veut dire que la tendance ici, enfin le sentiment tendanciel haussier
et pas complètement fou. Donc pourquoi pas. Voilà. Moi je reste en tout cas dans l'expectative en ce qui concerne Tesla. Je pense que ce n'est pas encore mature pour vendre. Je vois tout simplement pas de structure intraday me permettant de le faire. N'ayant rien, je ne fais rien. Je n'ai pas de signaux ni en daily. Regardez, en fait, si je fous tous les time frames sur Tesla, 15 minutes, 2 heures daily, je n'ai rien du tout d'exploitable. Alors on va voir si en 2 heures peut-être il y a un petit quelque chose. Voilà, que dalle. Aucun signal d'activité vendeuse. Il y a à la limite en 2 heures où j'ai envie de dire que ça m'a l'air d'être le plus mature et effectivement on a une petite target sine wave un peu plus haut à traiter. Si j'ai un signal en 2 heures, pourquoi pas? En fait là le 2 heures me semble même être le time frame le plus pratique. On est dans le contexte, on n'est pas sur les prix extrêmes encore. Mais voilà, moi je dirais quand même faites attention, par plus de prudence, j'attendrai un signal daily. Il me semble que là, le daily, on va à l'époque le déclencher, faire les couillons, et derrière, boum. Je dirais, même Tesla, il faudrait attendre un signal daily suivi d'un avalement baissier. C'est-à-dire cassure du plus bas du chandelier précédent, et là, on rentre avec un stop de 2 fois la taille de la bougie qui a rejeté précédemment. Je vous mets le schéma. En gros, là, on monte, on fait une bougie doji à la con, qui signale, momentum, je sais pas, divergence, peu importe, qui signale et on l'avale à la baisse le lendemain. Dans ce cas-là, je double la taille de la bougie précédente, c'est-à-dire je la reporte au-dessus de cette bougie et je mettrai un stop à ce niveau-là et je vends. Je ferai ça pour Tesla, mais je pense qu'il faut être très 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 prudent. Donc en fait Tesla, je vais mettre une alerte. Une alerte que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis d'ailleurs, celle-là. On va utiliser Pro Alert pour ça. Voilà, parce que c'est à ça qu'il sert. Donc une alerte sur le prix, hein, une alerte pur prix. Voilà, je veux que la clôture passe sous le plus bas du chandelier précédent. Je veux une clôture baissière, oui. Donc, quand le marché va clôturer sous le plus bas d'un jour précédent, je vais être alerté sur Tesla et je vendrai dans ce cas-là le marché. Alors, donc je vais créer une alerte sur Pro Alert. Voilà, et je veux être alerté, oui, une seule fois. Vendre Tesla. Alors, le problème, ah oui, ah non. Donc le problème, c'est que non, je ne vais pas mettre en barre close. Je ne vais pas mettre en barre close. Parce que si je mets en clôture de barre, le problème, c'est que je vais avoir l'alerte à 22 heures. Et évidemment, à 22 heures, je ne pourrai plus trader. Alors, je vais mettre wait for bar close non. Hop, et je veux donc du coup être alerté en direct. Hop, only once. Je vais mettre once per bar. TS est là. Vendre à la clôture. Si clôture sous le plus bas du chandelier précédent. Voilà, comme ça, dès que cette alerte déclenche, je me mets une autre alerte à 21h59 pour regarder la tronche de la clôture sur Tesla. Si la clôture reste baissière, je cartouche. Si la clôture est plus baissière, je ne fais rien. Donc j'attends, mais on est dans la zone d'action qui m'intéresse sur Tesla. Le problème, c'est la structure de prix. Vous voyez, en fait, on fait biseau d'élargissement ici, dans un biseau d'élargissement en daily. Donc là, waouh, enfin, c'est l'indécision la plus totale sur Tesla. Alors je garde mon news flow vendeur là-dessus. Hein, pour moi, c'est complètement surévalué Tesla. Mais avant de taper sur le bousin, je vais limiter mes risques et je vous invite à en faire d'autant. Voilà, allez, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un peu mon pote General Electric, qui a tenu sa clôture positive hier, pas mal. On va y voir ce que ça donne. Alors, attends, je vais juste voir. Ouais, je viens de découvrir une nouvelle fonction sur TradingView. Si tu double-cliques sur l'actif, ça le fout sur tous les graphiques. Ça, c'est pas mal. Ok, donc là, on a 15 minutes. Bon, 2 heures, ok. C'est quand même bien vendeur. Ah, c'est pas mal. Je vais me faire ce setup-là, il est bien. Et là, on va se mettre l'hebdo. Voilà, là, comme ça, je te bouffe tous les time frames. Ok, donc, toujours pareil, hebdomadaire, ça passe pas. Hein, mais alors, même en hebdo, l'hebdo est en prix extrême. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que là, il faudrait théoriquement même pas traiter ce truc-là en hebdomadaire. Donc voilà. Comme je vous dis, de toute façon, je pense que c'est en mensuel que se fait la lecture du contexte. Et ça veut tout dire. À savoir, donc, pour moi, là, une fois qu'on trouve le bottom et qu'on casse le plus haut du chandelier mensuel précédent, c'est un signal d'achat qui va durer probablement 8 mois.
Hein, donc j'appelle 8 mois dans un premier cycle consolidant, d'accord. Donc 8 à 12 mois de consolidation derrière, donc un an, on va dire, allez, 3 trimestres à 4 trimestres de hausse à venir sur General Electric. Donc très clairement, le pullback dont je vous parle, c'est-à-dire la recherche des value stocks pour faire remonter les indices et éviter la panique, je vous fais noter le gros signal 2 heures d'achat hier sur les plus bas. Bon, moi j'ai tout dit. Normalement, ici, c'est signal d'achat. C'est pas très bon encore en daily. Et en 15 minutes, on est toujours extrêmement bear. Mais voilà, pour moi, en gros, le signal d'achat hier, il est là. Il est clairement là. Tac, il est confirmé en 2 heures. Donc je dirais un signal 2 heures qui a pour objectif quoi? Bah, toujours pareil, boum, le contexte en 2 heures. Donc moi déjà, je dirais que là, dès que ce truc-là valide, l'objectif, c'est de neutraliser cette tendance baissière. Donc c'est d'aller chercher le contexte 2 heures. C'est à 11 $. Donc voilà, 7, 11, ceux qui veulent jouer le trade spéculatif, moi ça me semble jouable. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je vais le prendre aujourd'hui. Je vais acheter General Electric, en spéculatif cette fois, en plus du buy and hold. Mais ça me semble clairement nécessaire à jouer pour l'instant ce truc-là. Parce que là, bah, voilà. Pour moi, là, viser des retracements, ça me semble complètement con, parce que vu la structure de baisse, on n'a laissé aucune résistance, donc je pense qu'on va juste tout effacer d'un coup sur General Electric. Et donc je vise au moins le pétage de canal de tendance, et donc les Fibos qui se trouveront au-dessus. Donc je viserai probablement celui-là en Fibo. Vous voyez, cette zone-là, la 11,28. C'est là qu'on retrouve un peu de volume, voire carrément le Fibo Max, là, 12,27. Et là, on retourne carrément dans le range précédent. Tout ça, pour moi, ça semble normal. Hein. Voilà, c'est même absolument normal, ce truc-là. Mais moi, je pense que le signal qui est exploitable, c'est celui-là, qui était donc même validé par un signal de TP ici, après un exit, hein, c'est-à-dire là c'était exit et TP, enfin on t'arrache un peu tout, bon, de toute façon 15 minutes sur des actions, voilà, il faut quand même faire attention au truc, mais je note l'attractivité de ce gros signal. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Nvidia, je conserve. Apple, qui a quand même tenu une clôture négative hier, lui. Hein, donc ouais, je vous dis, faites gaffe. Donc Apple, alors attends, on va refaire donc. Ah, génial. Ok, donc Apple, on est bien en train de former le range. A priori, un range à plat, donc comme j'avais escompté, c'est-à-dire qu'on le voit bien ici, hein, la structure reste bien celle que je recherchais, à savoir donc une structure de conso flat qui se met en place ici. Donc on attend d'avoir de plus amples informations. Ok, soit. Donc voilà, pour moi, j'attends que mon pote Apple me donne plus d'infos, mais pour l'instant, je pense qu'il va latéraliser à plat dans sa structure de conso. Et évidemment, je le cartoucherai la prochaine fois qu'il vient chercher cette zone-là. Donc, je vais la garder. Putain, il me gonfle avec ce truc-là. Je ne veux pas de ces alertes. Voilà. Oh non, de Dieu, mais ils sont cons. Je l'avais désactivé, ce truc. Normalement, il y avait une option pour ça. Bon, enfin bon. Ok, donc voilà pour ma partie Apple. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? A priori, c'est tout. Le yen, pas mal. On va continuer comme ça. VIX, bon non. Ah oui, les taux. Mon Dieu, les taux. Alors, les taux à 10 ans américains. On va se les mettre ici en... Alors là, on est en mensuel, c'est peut-être un peu too much. On va rester en hebdo. Voilà, pour moi, c'est l'hebdo qui cadre le truc. C'est ce chart qui parle le mieux. Voilà, pour moi, là, on corrige, on revient tester le support. Je pense qu'on va rester entre les deux, c'est-à-dire consolidation flat, peut-être un dernier petit excès, 3,30, 3,40. Mais après, je pense que la Fed va calmer sérieusement le rythme de hausse de taux. Pour se stabiliser dans cette zone-là. Le problème, c'est que ça ne va probablement pas stabiliser les taux à court terme. C'est-à-dire que je m'attends toujours à une inversion de la courbe de taux à venir très prochainement sur les marchés américains. Donc, c'est-à-dire la recherche de safe à 10 ans, puisque la visibilité quand même à 10 ans, je pense qu'on ne s'attarde pas vers une récession qui durera 20 ans. Donc, je pense que les gens vont quand même rester se positionner comme ils le font habituellement sur de l'obligataire long terme, donc du 10 ans. Donc le 10 ans risque d'être recherché, là où en revanche à 2 ans la visibilité sera complètement nulle, donc les taux seront énormes. Donc je pense toujours poursuite des taux à 2 ans versus stagnation ou consolidation horizontale des taux à 10 ans égale inversion de la courbe de taux probable dans les prochaines semaines et prochains mois. Il ne faudra pas utiliser ça comme un signal de vente immédiat, mais tout simplement une confirmation de mes signaux et de mes scénarios vendeurs sur les indices. C'est-à-dire que derrière, normalement, les indices, s'ils vont chercher de nouveaux sommets historiques,
Quand vous avez une courbe de taux inversée, il ne faut surtout pas acheter ce franchissement de sommet historique, mais au contraire chercher à vendre les épuisements de ces derniers. Donc, ce qu'il faudra noter, c'est que si on inverse la courbe de taux, pour moi, très probable, voire même quasi inévitable, si derrière le S&P l'année prochaine va chercher son sommet historique, il ne faudra pas utiliser ça comme un signal d'achat, mais un signal d'excès. Dans ce cas-là, on attendra l'épuisement acheteur au-delà des sommets historiques pour prendre le big short. Voilà. C'est ça en fait que ça veut dire l'inversion de la courbe de taux. Et si évidemment on essaie de se rediriger vers les sommets, qu'on échoue et qu'à l'approche de l'été on commence à avoir des signaux de reprise vendeuse type divergence baissière cachée sur le S&P 500 à l'horizon de l'été, même chose, big short, et dans ce cas-là on pourra y aller pour une cassure des supports qu'on essaie de tenir maintenant. Voilà. Et il faudra évidemment pour ma part dans les prochains trimestres, achat de gold, tout ça, tout ce qui est corrélé, décorrélé, enfin tout ce qui est inversement corrélé dollar. Les US oil, les trucs comme ça, il faudra tout acheter dans les prochains trimestres parce que probablement ça va se faire comme ça. Les taux à court terme vont augmenter à mort sur les US, pas les taux à 10 ans. Ça va augmenter la pression sur le dollar, ce qui fait que le dollar va commencer à être vendu enfin. Et normalement, ça devrait petit à petit nous amener vers les ventes l'année prochaine sur le S&P 500. Mais les vraies ventes, les ventes qu'il faudra tenir du coup un an, et pas les swings qu'on a fait cette année, qui avaient pour seul but les retours vers les supports. Ok ? Donc pour l'instant, je tiens toujours ma toute petite vente, mon reliquat vendeur sur le Nasdaq au cas où ça chute. Mais pour l'instant, j'ai très peu de conviction là-dedans. Et je vous ai dit, je suis complètement con en ce moment puisque je suis vendeur Nasdaq, acheteur S&P 500. Bon, allez comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas vraiment pourquoi je ne sors pas mon Nasdaq. Mais je vais peut-être le faire au bout d'un moment quand même. En sachant que de toute façon, cette position a déjà été largement allégée. J'ai pris beaucoup de profit dessus. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre en pause 2 secondes et après je m'occupe de vos questions. Allez, petite séance donc de questions. On va aller voir ça. Alors, pessimiste aujourd'hui, oui, non. Avertissement simple. Quand je disais effectivement crash risque, c'était simplement pour dire on est sur des niveaux très importants. S'il cède, ça va saigner et je ne veux pas que vous soyez là à essayer d'acheter. Tout simplement parce que je savais que vous allez chercher à acheter ce truc-là et qu'il fallait faire très attention. Parce que, je vous apprends une chose en trading, acceptez l'incertitude. Je sais malheureusement que si vous prenez des achats et que ça se met à dérouiller sous les supports, ce qui aurait très bien pu arriver, encore une fois, ceux qui vous disent c'était prévisible, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, voilà, bon, ok, certes, ces gens-là, le jour où ça va dérouiller, ils vous diront ah ben oui, c'était prévisible que ça dérouille, voilà, bon, donc il faut faire attention à ça. Moi, j'aime pas les gens qui parlent après coup. D'accord ? Il y avait un risque, il fallait en parler. Je pense qu'au contraire, ceux qui ne vous avertissaient pas des risques étaient bien dangereux. Voilà. On savait que ce support avait de fortes chances de tenir. C'est pour cette raison-là que moi, dès le matin, je vous ai dit, je ne cherche que des achats. Mais j'étais conscient du fait que ces achats, si ça partait en vrille, j'allais me prendre une cartouche dessus. Et pas une petite. J'allais me prendre une grosse cartouche. Mais moi, je sais couper mes trades si je vois que ça dérouille. Le problème, c'est que je savais que certains d'entre vous n'allaient peut-être pas le faire et se retrouver avec des pertes bien au-delà d'une perte habituelle, et je voulais vous éviter ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le nouveau format pour... ok. Alors, eh bien, tu me dis, tu m'envoies un message Pierrot. Ok. Voilà, donc c'est effectivement ça. Donc mon cher Pierrot, je t'invite cordialement à m'envoyer tous tes détails par mail. J'accepte totalement la critique, je veux qu'elle soit développée. Voilà, tu as pris le temps de m'envoyer un message pour me dire que tu trouvais que c'était mieux avant. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment je peux améliorer, surtout qu'est-ce qu'il faut enlever, s'il y a des trucs qu'on fait qui te plaisent pas. Sans crypto, ça ne t'intéresse pas. Je fais un peu ce que je peux les gars, mais pour l'instant les cryptos, il faut attendre. Voilà. L'index des mines d'or, on a déjà parlé plein de fois de ça. Je pense qu'il vaut mieux se mettre sur l'or lui-même ou peut-être effectivement quelques minières, mais bon voilà, comme le secteur action risque de se faire dézinguer pendant ce moment-là, je préférerais l'actif en soi plutôt que les sociétés qui minent. Alors,
le renforcement de la position, pour moi, se fait après des prises de profit. C'est-à-dire que moi, le schéma que je fais dans une structure de prix est celui-ci. C'est-à-dire que je vais te donner les exemples. Par exemple, tu prends le trade là en bas, hop, sur la divergence et la survente. Tu achètes ça, tu es bien ici dans un contexte acheteur, tu as tout ce qu'il faut. Ok, ce que tu vas faire à la limite, c'est ça ici, mais c'est pas suffisant, tu vois, j'aurais attendu la cassure du canal. Donc là, hop, ici, boum, c'est le prochain signal que tu as, fin de cycle acheteur. Ici, tu sécurises tes gains, c'est-à-dire qu'ici, soit tu prends un petit profit partiel. Si tu es très agressif, tu ne fais que remonter ton stop et tu attends les nouveaux signaux acheteurs. Hop, premier signal acheteur ici, mais apparemment il ne se produisait pas sur une zone où il manquait sine wave, ça n'a pas suffi pour déclencher sur l'algo. Ici, oui. Donc, ce que tu fais en général, moi je fais des profits partiels, 25, 50% selon le gain qu'a produit la position. Et je remets cet achat ici avec un surplus. C'est-à-dire qu'en fait, le montant que j'ai encaissé ici, on va parler euros, parce que j'aime pas trop le faire souvent, mais on va le faire. Donc, je préfère vous parler de pourcentage parce que je trouve que c'est plus. Le pourcentage vend moins de rêves en fait. Voilà, donc on va parler euros. Bon, on va dire, je suis au début de mon année, 50 000 sur le compte, je vais rentrer ici, ok, je vais mettre un stop, probablement, je vais prendre la taille moyenne d'une bougie, je vais mettre 2 fois plus bas, hein. Moi c'est ce que je fais en général, quand je sais pas, quand j'ai pas de niveau pour sécuriser, je vais faire ça, je prends 2 fois la TR, hein. Je vous donnerai des astuces comme ça un peu plus tard, on fera des émissions pure gestion du risque, voilà, donc là on va dire, je sais même pas où placer mon stop, je vais le placer là, point barre, c'est pas target, c'est invalidation. Voilà. D'accord? C'est-à-dire pas un stop au marché, mais c'est une invalidation. C'est-à-dire que là, déjà, cette zone-là, je la considère comme travaillable. Alors, ça fait 39%. Ah oui, mais là, on est sur les taux à 10 ans. Bon. C'est un truc particulier. Mais bon, effectivement, bon, on va dire ça. Donc, 39%, bon, je ne peux pas traiter cet actif-là. Mais bon, on va dire, on va tout diviser par 10. Donc, ça fait 4%. Moi, vous savez, je risque 1,5, 2 sur les trades spéculatifs. Donc là, on va dire, je risque 2. Donc, et je vais mettre du coup un levier divisé par 2. Donc là, ça fait même divisé par 20 ici, hein, puisqu'on parlait. Voilà. Donc levier divisé par 20. Ok, on va le noter. Hop. Donc là, lève 0,05. Ok. Donc ça, c'est mon levier. D'accord? Ce qui fait que si ça tombe là, je me fais péter 2% de capital. À partir de là, on arrive ici. La position, elle a généré 75%, donc fois 0,005. Alors là, je vais sortir la calculette, les gars, je suis désolé. Hein. Non, je vous dis n'importe quoi, on va faire simple. C'est divisé par 2, divisé par 2, divisé par 10. Donc c'est facile. Ça faisait, on avait dit combien? 75? C'était ça? 80. Bon, on va dire 80. Donc ça fait 4% de gain. Ok? D'accord, 80 divisé par 2 divisé par 10. Donc c'est bien ce que ça nous fait, ok, sur un levier 0,5. Donc là, ici, sur un compte à 50 000, vous venez d'encaisser 4% du compte. D'accord, plus 4%. Alors comme on ne prend pas toute la position, moi je prends en général la moitié, 50%, donc là je viens de prendre 2% net sur le compte. Je vais passer mon stop à 0. Ok, donc là, j'ai encaissé net sur le compte, à ce stade-là, plus 2%. Et j'ai toujours donc en latent, d'accord, à ce stade-là, mes 2% de gains latents. Ceux-là, ils sont conditionnés à une prise de profit future. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne sais pas. J'ai 2% pris sur le compte, 2% de latent sur la position toujours ouverte. Je vais laisser le marché retracer, je vais perdre la moitié de ce 2%. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, il me reste toujours plus 1% sur la position latente de gain. Ça, c'est déjà dans le compte. Ce que je vais faire ici, c'est que, en général, je vais prendre ces 2%, d'accord, que je vais réinvestir ici. Mais ces 2% vont avoir un levier propre, c'est-à-dire qu'en rentrant ici, d'accord, je vais prendre 2% en gardant mon stop là, et je vais payer mon stop avec 2% de capital. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, je vais me dire, mon stop, je le mets là, d'accord. Donc je vais rentrer ici, mon stop je vais le mettre là. Cette fois, la position, le stop ne me coûte plus que 20%. D'accord? Est-ce que vous captez le délire? Je réinvestis 2% de perte dans 20%, ça fait que là, je peux mettre un levier 0,1 sur cette position. En réinvestissant simplement les 2% de gains précédents. Je ne prends pas de risque là en fait. C'est-à-dire que là, si le marché tombe, quoi qu'il arrive, je n'ai rien perdu.
je ne fais ici que réinvestir les 2% de gains qui sont là. Là, si le marché fait ça qui va me chasser mon stop, je perds mes 1% plus mes 2%, je n'ai rien gagné. On est d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, je fais bien ce truc-là. Évidemment, du coup, mon niveau d'invalidation remonte là, puisque passer sous ce niveau-là, je passe en perte sur mon trading. Ce que je peux autoriser, hein, si le marché vient là, ça ne veut pas dire que je vais forcément sortir. Ça veut juste dire que ici, mon trade repasse en gestion du risque, c'est-à-dire, est-ce que le risque est maîtrisable? Est-ce que ça va remonter en gros, et ça c'est un risque court terme, ou est-ce que le risque c'est que mon scénario fonctionne tout simplement pas, et dans ce cas-là, je refuse de prendre une perte après avoir pris un gain, et dans ce cas-là, je sortirai ma position. Ok? Mais c'est une gestion du risque. Là, en fait, je suis en train donc de reprendre, de réinvestir mon risque pour maximiser les gains, hein, on est bien d'accord. Donc là, en fait, ici, je me retrouve avec un levier 0,1250. Ok? Parce que je remets 0,1, d'accord? Qui est financé par là, et j'ai toujours 0,025 du levier précédent. Ok? Donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que grâce à cette première vague, je viens de multiplier mon levier par plus de 2. Je viens d'augmenter la taille de ma position de plus de 2 en prenant toujours le même niveau de risque. Vous voyez la différence, c'est qu'un trader en suivi de tendance, lui effectivement, il va rentrer par là, il va mettre un peu de levier, mais lui il va avoir un levier de merde, voire même encore plus bas que ça. Moi, dans cette phase de tendance, je vais avoir un levier de cochon, mais sans avoir pris de risque, sans avoir pris le moindre risque. Ok? Et en plus de ça, là, j'ai un prix moyen qui est à peu près par là sur la position. Ok? Donc, ok, tout ça c'est financé, je continue, on avance. Donc là, on va avoir un prix moyen qui est à peu près par là, hein, parce que là, vu qu'il y a beaucoup plus de levier ici, ça fait à peu près... Oui, je rentre là. Alors, on va le noter. Hop, donc là, j'ai 0,25 et là, je rajoute 0,1, donc c'est aux 3/4 des deux. Voilà, ça va me faire un prix de revient unitaire là, pour calculer le gain. Hein, voilà. Ça, c'est mon average price. Alors, je sais, il y en a qui ne vont pas tout comprendre là, hein, mais écoutez, tant pis, hein, j'avance quand même. Pas, ça, c'est l'argumentation, c'est la conclusion qui sera importante. Donc là, je dois me mettre aux 3/4, voilà. Ok, donc là, c'est mon prix moyen pour le calcul, en fait. Hein, voilà. Donc, je mets ici mon prix moyen. Voilà. Donc, mon prix moyen sera par là, pour calculer mon gain. Ça continue de monter, tac, 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 tac. Hop, ici, contexte, gros signal vendeur. Là, commence à réduire la voilure. Ici, au moins un TP, d'accord? Au moins un TP, voire ici, on se fait la malle. On ne sait pas. Mais moi, je dirais, franchement, ici, honnêtement, je sécuriserais au moins 50% du truc. Donc là, tu prends 50% sur un trade qui rapporte 47. Ok? Donc 47% fois 0 machin. Donc là, tu as 4, tu as à peu près 6% de gain là. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, tu avais pris 2%. Là, tu as 6% de gain. C'est quand même vachement mieux. Là, on est donc sur du plus 6%. Et bah, là, tu fais comme tu veux. Hein. Là, c'est toi qui choisis, si tu veux, sur le truc. Tu te dis, je fais quoi? Est-ce que je prends 50%? Dans ce cas-là, j'encaisse 3% de gain. Et je garde 3% dans le marché. D'accord? C'est-à-dire dans ce cas-là, ici, tu prends tes 3%. Et il te reste toujours 3% dans le marché. Tu peux faire comme ça, hein, il n'y a pas de souci. Moi, théoriquement, habituellement, c'est plutôt ce genre de truc-là que je vais faire. C'est-à-dire que là, je vais essayer de me dire, à cette zone-là, j'encaisse 50% de la position et j'attends d'avoir plus d'informations. Ah, nouveau risque, mais cette fois, il y a une divergence en plus. C'est-à-dire que là, ce n'est pas seulement suracheté, c'est suracheté et divergent. Là, je me dirais effectivement, hop, je prends mes 3% et au revoir, merci. Ok? Et là, du coup, mon scénario m'a rapporté 6% de gain. Voilà. Alors que si j'avais pris simplement depuis le point de départ, j'aurais récupéré un peu moins de 5%. Attends, il y a un truc qui ne va pas dans mon calcul là. Oui, mais j'ai toujours les 2% du début aussi. Hein. Attention, ça c'est un risque qui a été réinvesti, mais il est dans la poche hein, celui-là. Attention, on est bien d'accord. C'est-à-dire que ça veut dire que si ça tombe, vous payez rien parce que votre précédent gain sert à le payer. Mais là, en fait, arrivé au bout, là, vous avez pris 3 plus 2. Hein. Voilà. Là, vous avez pris 8% de gain, en fait, arrivé au bout. OK? Et là, il ne vous reste plus rien. Voilà. Là, c'est plus 0%. À ce stade-là, il n'y a plus de l'attente. Vous avez clôturé la position à 100%. OK?
Les étapes, ça fait TP1, renfort, TP2, out. D'accord? Dans la suivi de cette position. En ayant fait ça, donc je vous dis, l'option numéro 1, vous laissez le trade courir, pas de gestion du risque, pas de renfort, que dalle. Ça vous faisait levier 0,5, donc on divisait par 2, hein, ça faisait 5%, là vous prenez 8. Et pourtant vous avez pris le même risque tout au long. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une gestion du risque intermédiaire qui vous a permis de maximiser le gain. Ouais, d'accord. Voilà comment ça fonctionne. Et là, encore, on y va tout gentil. Hein. Voilà. C'est là, on y va vraiment tout gentil. Et normalement, il y a d'autres gestions du risque qui peuvent se faire. Vous pouvez faire des gestions du risque plus agressives ici. C'est vraiment comme vous voulez. Mais apprenez bien à comprendre ça. En gérant le risque, vous augmentez les gains. C'est pour ça que je vous ai dit, la marge de progression sur votre compte et votre expérience en trader, c'est quand vous arriverez à nuancer et à bien gérer le risque, à bien voir dans les nuances de gris comment augmenter un peu le risque, le réduire, augmenter un peu, réduire, augmenter un peu, réduire. Parce que c'est en faisant ça que vous augmenterez considérablement les gains. Et en plus de ça, avec l'expérience, vous allez aussi réduire les phases de perte. Et c'est comme ça que de toute façon, on maximise son truc. Ok ? Allez, j'espère que ça aura été clair. Alors ça l'est peut-être pas forcément, mais en tout cas j'aurais fait ce que je peux. La gestion du risque c'est quand même assez complexe à présenter. J'ai essayé de te le présenter ici de la façon la plus simple. Mais c'était une très bonne question. Alors je le ferai bientôt sur MT4. Je le ferai bientôt. Ok. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi je ne peux pas voir plus que ça? Voilà. Oui, j'aurais dû traiter les cryptos d'avant. Mais effectivement, c'est vrai qu'il faudrait que je parle des cryptos d'abord, comme ça effectivement les cryptos dingo peuvent tout de suite passer à autre chose. Je suis désolé, mais les cryptos en ce moment, il n'y a vraiment rien à dire. J'aimerais avoir des choses à vous dire. J'attends comme tout le monde, patiemment, que la tendance baissière se termine. Et ça peut prendre du temps. Normalement, on ne devait pas passer beaucoup de temps ici, mais pour l'instant, voilà. Et puis je vous ai dit, pour moi, la dernière fois que je vous ai parlé de crypto, je vous ai dit, je pense qu'il faut attendre ce week-end pour un timing à nouveau où les futurs seront fermés. Je pense que le moment où on va décoller de ce marché, ça se fera quand on pètera complètement tous ceux qui vendent à découvert sur les futurs. C'est-à-dire qu'on va les faire gaper. En gros, ceux qui ne seront pas sortis un vendredi et qui se prendront un redécollage le lundi matin avec des prix qui auront pris 2 ou 3 000 $, comme ça, là, on aura le bottom. Voilà, je pense que c'est comme ça. Mais pour l'instant, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, mettez des alertes et attendez. Si vous avez besoin que tous les matins je vous rappelle la même chose, je peux comprendre, mais je fais ce que je peux. Voilà. Des fois, j'aime pas trop l'axane du Roussillon. Ah, peut-être, je suis désolé, j'ai dit beaucoup de conneries. Non, en fait, moi justement, j'ai l'impression qu'on est sur le support et que maintenant tout le monde commence à voir les supports inférieurs. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on arrive sur un niveau, tout le monde voit le prochain. Euh, Et du coup, je me dis, bah non, en fait, au bout d'un moment, ça va pas du tout se passer comme ça. Les mecs, ils vont dire, ah bon, du coup, on va à 2009, alors j'achète pas encore. Et puis, bah, au final, ils vont être là à dire, ah merde, maintenant on est à 5000, du coup, j'achète. Voilà, alors qu'en fait, à 5000, il faudra commencer à sortir. Donc voilà, enfin, bon, bref, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il faut respecter le cadre qui est de dire, on ne cherche pas le bottom, on achète des prix intéressants et on serre les fesses, même si ça doit aller à 2009, y compris. Mais vraiment, voilà, buy and hold, tout ce qu'il y a à faire. Je sais que vous avez besoin d'être rassuré pour certains d'entre vous. Donc effectivement, je parle des cryptos alors qu'il y a la plupart du temps rien à dire. Pour essayer de vous rassurer. Maintenant, je pense que le problème à la base, c'est que je devrais normalement même pas avoir à vous rassurer. Normalement, vous devriez avoir compris depuis le temps qu'il faut rester très patient et avoir une méthode sur votre utilisation, sur l'utilisation de votre argent dans les crypto-devises. Ça ne peut aujourd'hui se faire que dans le sens de l'achat. C'est interdit de vendre sur la zone actuelle dans laquelle on est, puisqu'on est sur des zones d'achat hebdomadaires. Donc là, même si vous me faites de l'intraday à la vente, non, vraiment, ça ne fonctionne pas. Pas possible. Beaucoup trop dangereux dans une gestion du risque. Après, faites du pari si vous voulez, c'est votre problème. Mais moi, ce n'est pas ce que je vous apprends à faire. Que des achats ici. Maintenant, ils se font toujours sous la forme buy and hold et on est dans la zone. Donc, je pense qu'il faut de toute façon à ce stade avoir payé le support des 3600 $ et rester ouvert à la possibilité d'attaque baissière sous ces niveaux.
Mais je ne pense pas qu'il faille les utiliser, les voir comme obligatoires, ni nécessaires, ni fortement probables. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Je dis 50-50, je suis incapable de vous donner des probabilités de est-ce qu'on va à 2009, tant de pourcents de chances qu'on y aille, tant de pourcents de chances qu'on n'y aille pas. Tout ce que je vous dis, c'est le jour où on va réactiver, ça va faire mal. On ne va pas y aller doucement, et je pense qu'on quittera la zone des 3000 pour aller direct à 5005. Donc ça fait une bonne grosse hausse, hein, et à ce moment-là, vous pouvez être certain que tout le monde va parler des bitcoins. Mais en attendant que ça arrive, il y a toujours cette possibilité de aller à 2900. Mais on n'en sait rien. Donc, si vous attendez 2900 pour investir pour la première fois sur Bitcoin, vous commettez une erreur de stratégie pour ma part. Parce que vous n'êtes pas couvert contre la possibilité que ça explose avant d'aller à 2009. Et dans ce cas-là, vous allez courir après des prix à la hausse sans vendeur. Ce que je vous déconseille fortement de faire. Parce que ça va punchy et ça va monter très vite. Voilà. Là, honnêtement, ça monte, il n'y aura plus de vendeurs. Donc plus de vendeurs, beaucoup d'acheteurs qui vont courir FOMO après les prix. Honnêtement, on a bien compris le délire, ça va pumper assez fort. Et j'ai pas envie de vous voir acheter un marché qui pump. Parce que vous allez probablement prendre des décisions hâtives, dans l'urgence, sans réflexion, et qu'il faut absolument tuer toute réflexion qui est basée, enfin toute action qui est basée sur ce type de réflexion. Ok? C'est uniquement pour ça que je fais ça. Allez, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je devrais. Alors ça c'est en anglais que je réponds, mais oui. Euh, alors les conséquences du BTC Future, c'est une bonne question. Je ne saurais te répondre très objectivement parlant. À savoir, je ne pense pas que les conséquences soient énormes. Tout ce que je peux te dire, c'est que le jour où le futur a ouvert, c'est les marchés ont baissé. Voilà. Donc le futur a probablement joué un rôle dans la baisse des marchés, mais en attendant, le contexte de toute façon favorisait déjà les baisses, futures ou pas futures. Donc voilà. Je ne jouerai pas ce jeu de t'apporter une réponse qui est bien trop hasardeuse. Mais un constat est clair. Le jour où le futur a ouvert et il n'a jamais été en positif. Le contrat futur, le jour où il est sorti, il a été vendu et il n'a jamais procuré un prix plus haut que son cours d'ouverture futur. Ok. Oui, bah, c'était des problèmes de 4K, de switch, de résolution. Donc effectivement, ça avait posé problème. Alors, ça c'est quoi? Même journal du coin rentre dans le rang en ayant un membre de l'équipe qui intègre la corporation des CFI, puissante corporation des agents de change, disparu. Oula. Alors, puis à estimer la puissance de l'AMF dans sa qu'est-ce que j'en pense? Mais je m'en bats les couilles. Moi, je fais mon job. Je me fous de savoir ce que fait le journal du coin. D'ailleurs, c'est marrant, je les ai rencontrés, je ne savais pas qu'ils étaient de Toulouse. Et voilà. Bon, donc, j'en ai rencontré des mecs du journal du coin. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Je ne donnerai pas mon avis sur ce que j'ai pensé d'eux, ça les regarde. Et de toute façon, je n'ai pas à vous influencer. Il me semble que l'on ne puisse détruire le virus corporatiste à la française, d'accord. Oui, non mais après, quand il y a de l'argent, il y a de la corruption, il y a des trucs un peu opaques, c'est toujours la même chose. Bon, évidemment, oui, mais après, de te focaliser là-dessus, moi je dirais que c'est pas une perte de temps, mais en tout cas, c'est attirer ton attention sur des sujets moins intéressants que ceux qui pourraient te rapporter de l'argent. La réflexion n'est pas stupide, absolument pas, hein. C'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que ta matière grise, si l'objectif c'est quand même, voilà, on va pas se mentir, moi je suis pas là pour faire le justicier. J'ai mes convictions personnelles, je vous en parle de temps en temps, même si je devrais pas trop le faire, et j'ai mes convictions de trader. Mes convictions de trader, c'est celles qui me permettent de bouffer, et je suis capable, pendant ce moment-là où je travaille, de mettre à côté mes convictions personnelles. Je vous invite à être capable de faire de même, parce que c'est nécessaire, en fait, dans ce milieu-là. Et donc effectivement, bon, je pense que là, tu utilises ta matière grise à pousser dans des domaines que par contre, tu ne dois surtout pas mélanger avec le trading. Voilà. Alors, peux-tu nous parler des gaps? Très bonne question, puisque ça correspond à ce qu'on utilisait hier. Leur formation, leur origine, comment les anticiper, les trader.
je regarde quelques vidéos, quelques questions en dessous, mais je vais finir normalement de répondre à ta question et on va s'arrêter là après. Euh, oui, voilà, elles ont merdé les vidéos parce que j'ai fait n'importe quoi sur les. Ça synchronisait pas l'audio, la vidéo, donc je les ai supprimées les vidéos parce que je trouvais qu'elles présentaient pas bien. C'est pas qu'il y avait des trucs à cacher, voilà. Mais on a repris. Je les ai supprimées parce qu'elles étaient décalées. Elles étaient décalées dans. En fait, c'est les problèmes d'encodage avec la 4K, ce qui faisait qu'en fait je vous parlais, mais l'audio était en vitesse 1, la vidéo était en vitesse 2 en fait. Donc ça se décalait très vite. Enfin, c'était un merdier d'encodage. Donc j'ai simplement supprimé. Mais c'est pas parce qu'il y avait quelque chose à cacher, c'est juste parce que la qualité de la vidéo était carrément pas du tout au rendez-vous. Allez, je réponds au gap et ensuite on se laisse là-dessus. Alors les gaps, donc évidemment un gap va se produire dans certaines conditions, donc sur les marchés Forex. Alors un gap, c'est ce qu'on appelle un trou de cotation, c'est-à-dire un moment où le marché ne propose pas de cotation et il va y avoir un décalage entre la dernière fois qu'il a coté et la fois où il va reprendre sa cotation. Donc exemple typique de gap, le gap hebdomadaire, ça clôture vendredi sur les marchés Forex, ça réouvre le lundi matin et ça gap. Les marchés Forex codent 24 heures sur 24, mais du lundi au vendredi. Donc il y a un gap possible le week-end. Je dirais ensuite d'autres types de gaps. C'est-à-dire que sur les forex, il y a très peu de gaps, parce que le seul gap possible est un gap hebdomadaire. Le reste du temps, ça cote H24. Sur les marchés actions, là, on est sur des choses tout à fait différentes, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des gaps futurs. Les futurs cotent sur un certain horaire de cotation. Il va y avoir les gaps cash, parce qu'eux aussi cotent sur un horaire de cotation différent, qui n'est pas le même. Donc en fait, le gap, c'est simplement ça. C'est un trou de cotation, mais il y a certains gaps qui vont avoir un sens, du sens en tout cas, certains gaps dont on se fout cordialement. Entre guillemets, les gaps sur les futurs, ouais. Les gaps sur le cash, oui. Moi, c'est ceux-là que je mets à profit. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre la théorie des gaps et tout ça, et passer des centaines d'heures à tout apprendre et tout machin, ça sert à rien. C'est comme l'héliotisme. En fait, il faut utiliser un peu des gaps, mais utiliser ce qui a du sens, ce qui fait du sens et ce qui est important. Je vais vous le résumer très simplement, d'accord? Les gaps, il y a trois choses à connaître. Un gap de rupture, un gap d'accélération et un gap d'excès. C'est les trois types de gaps que vous allez rencontrer. Le premier se produit au début d'une tendance, le deuxième au milieu, le troisième à la fin. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et il va vous donner les étapes de maturation des différents cycles tendanciels. Je vous dis, hier par exemple, on a eu les plus beaux exemples de gap sur le DAX, puisqu'on a eu les trois à 3 jours de suite. Ça arrive normalement très rarement. Gap de rupture, gap d'accélération, gap d'excès. Voilà. Pour moi, on a fait les trois. C'est-à-dire vague 1, vague 3, vague 5. Théoriquement, dans un schéma de décompte héliotiste, dans un esprit héliotiste. Même chose ici. Gap de rupture, gap d'accélération et gap d'excès. Ici, là, paf, tu vois, ça clôture là. Le lendemain matin, on ouvre ici en gap d'excès, le marché achète, terminé. Voilà, structure des gaps. Ça, tu peux l'utiliser sur le marché cash. On est bien d'accord? Sur le cash, avant tout. Parce que sur le cash, tu as ce qu'on appelle le marché au spot, c'est-à-dire le marché qui ouvre pour la zone européenne 9h, 17h30, pour la zone US 14h30, 22h, c'est-à-dire là où les plus gros échanges sont réalisés sur les actions. Ça n'empêche pas les gens de trader en dehors. Encore une fois, tu veux acheter du Apple hors de ses horaires de cotation, tu peux le faire, mais tu ne peux pas le faire si tu es un particulier. Tu peux le faire que si tu es un institutionnel et que tu as accès à de la liquidité hors marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle les after hours. Bref, ça c'est autre chose. On n'en parlera même pas. Les gaps sur le cash, c'est important parce que ça te permet en fait de voir les accélérations brutales de marché, les formations psychologiques. Quand ça gap et que le marché continue et ne comble pas le gap, c'est qu'il y a une volonté. Ça traduit une volonté. Là, il y avait bien la volonté d'être en rupture avec le mouvement haussier. Mais regardez, là c'est le gruyère. Mais on avait fait la même chose. Gap haussier de rupture avec la tendance baissière. Gap d'accélération. Pardon. Allez, on va finir un peu plus vite. Donc voilà, ces fameux gaps donc à noter, et c'est surtout donc la notion de comblement de gap que tu posais aussi comme question, qui est très intéressante. Après, il faudrait vraiment que je fasse une émission sur les gaps totalement pour vraiment bien te montrer tout ça. Comment te donner les moyens de repérer les différents gaps, parce qu'il n'y a pas que ça. Là, je te parle des gaps qui se produisent au sein de tendances. Il y a aussi ce qu'on appelle les gaps communs, les gaps totalement inintéressants qui se produisent dans les ranges. Et évidemment, ceux-là, on les comble très très rapidement. Là, je te parle de gaps qui vont rester ouverts. Tu vois, le gap, quand il reste ouvert et qu'il n'est pas comblé, c'est généralement un signe de tendance. Exemple de ça. Voilà. Là, tu as un énormissime gap d'accélération. Là, ça, c'est gros gap d'accélération.
purement haussier. Là, c'est tac, 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 je t'arrache tout au nord et on y va comme il faut et on y va comme des teubés. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est le gap d'accélération, c'est-à-dire non, de rupture. Voilà, là, on rompt complètement avec la tendance baissière, enfin baissière avec la consolidation. Normalement, il y a un gap d'accélération. Voilà, hop, ici, on tente d'accélérer. Là, c'est pas passé. Tu vois, on est venu combler ce gap d'accélération. Hop, et là, boum, seconde tentative d'accélération. Tu vois, ah, pardon, celui-là, seconde tentative d'accélération comblée, mais ça reste haussier, hein. Encore, ça tente, comblé à nouveau. Tu vois, c'est-à-dire le marché ici, il tente d'accélérer, il n'y arrive pas. Hop, voilà, là tu as l'accélération et là c'est parfait. Ça, c'est typiquement, effectivement, le gap d'accélération qui fait le job. Et là, tu sais que le gap suivant, normalement, c'est les gaps d'excès. Et tu vois, on va en chercher des gaps en haussier. Là, boum, gap d'excès, le marché vend. Hop, gap d'excès, le marché vend. Ok, tu vois, et à ce stade-là, hop, là, tu sais que c'est terminé. Le gap d'accélération, c'est le gap que tu vois qui n'est pas comblé et le marché accélère. C'est exactement ça. Tu vois, ici, on avait ça comme trendline. Là, tout le marché accélère et augmente sa pente des tendances. On était déjà bien pentu ici. C'était couillu de faire ça, mais ils ont quand même eu le culot de nous le faire. Voilà. Et là, après ce gap-là, lui, il ne doit pas être comblé. Tous les gaps suivants sont des gaps d'excès. En gros, ici, tu es sur vague 1, 3, 5. Et là, la vague se termine. Et en général, on vient combler les gaps d'accélération, jamais les gaps de rupture. D'accord ? Le gap de rupture marque la fin de ça. Et tu vois, on est venu. Ça montre bien que là, cette phase-là, elle est finie. Elle est terminée. Normalement, maintenant, on range entre ces deux bornes avant peut-être d'aller plus bas. C'est clairement le scénario que je te dis. Mais il n'y a jamais une seule façon de voir le marché. Il y a toujours des centaines de milliers de façons. Tu vois, l'argumentation que je te faisais tout à l'heure avec la vision technique des indicateurs, tu as la même avec la vision technique des gaps. De dire que là, selon la structure de gap ici qu'on a à moyen et long terme sur ces indices, le fait qu'on soit venu clôturer ce gap marque la fin de cette structure, l'installation probable du range entre les deux, avant d'aller clôturer d'autres gaps. Parce qu'il nous reste toujours un gap de rupture ici, sur cette première phase d'accélération. Celui-là, normalement, on ne le clôture pas. Donc, comme je te dis, venir clôturer celui-là, c'est bien, mais pour moi, cette tendance est finie. Mais comme elle marque la fin également de la tendance hebdomadaire, voilà, j'ai plutôt tendance à dire, là, on fait ça, et après, on va venir clôturer ces gaps-là, justement, ces derniers gaps. Là, ici, ceux-là, en hebdo, on a tout clôturé. Voilà. Normalement, il y a encore des gaps qu'on a laissés ouverts là-dessous, qu'on viendra éventuellement clôturer en fin de tendance baissière avant de repartir. Mais normalement, il y a des gaps haussiers là qui sont non clôturés et qu'on ne clôturera probablement jamais. Parce que eux, ce sont des gaps de rupture avec la tendance baissière. Ces gaps-là, on ne les clôturera jamais. On clôture normalement toujours les gaps d'accélération. Les gaps d'excès, eux, en général, ils sont clôturés dans les 2-3 jours qui suivent. Ça tente et paf, ça retombe aussi sec. Cela, il ne faut pas hésiter. Gap d'accélération, tu vends le marché après le gap. Dès qu'il atteint la première résistance, boum, short, et tu sais que tu vas viser l'accomblement des gaps. Voilà. Bon, on fera évidemment peut-être un jour une vidéo spécifique sur ces gaps-là, avec des vidéos en application et des trucs comme ça. Mais moi, j'utilise surtout les gaps sur le cash, pas les gaps sur le futur, je m'en fous. Mais évidemment, sur le marché cash, sur le marché spot, sur les indices actions, c'est vraiment essentiel de noter ces zones de gap. Voilà. D'ailleurs, tu vois qu'hier, techniquement, c'est pile sur cette zone de gap qu'on est venu s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec la tendance baissière, ça veut juste dire qu'hier, on est bien allé chercher un objectif technique. Voilà. Allez, messieurs, sur ce, je vous souhaite donc une agréable matinée. Vous voyez que ce matin, ça gigote un peu sur Daxu, mais c'est encore pas franchement fulgurant en termes de schéma tendanciel. Puisque là, clairement, en fait, en hebdo, on va essayer normalement, je pense, de clôturer ce soir au moins au-dessus des 10 900, c'est-à-dire le Fibo 23,6. On aura fait la piercing dessus, mais normalement, il ne faut pas clôturer en dessous de ce niveau. Alors, clôturer à proximité, si on est 10 points en dessous, c'est pas très grave, mais normalement, l'objectif, c'est que le DAX, ce soir, clôture au-dessus de ce niveau technique, ce qui veut dire qu'il ne faut pas vous attendre nécessairement à une séance américaine complètement bullish, parce que si on regarde le SPX, d'accord, lui, il est déjà bien remonté hier. Il va probablement rebaisser un peu. Le niveau à maintenir en clôture sur le SPX, c'est 2663. Et je pense qu'on le tiendra très probablement. Je vais dézoomer pour vous donner le niveau 14,6 sur le S&P 500, niveau qu'on est probablement en train de tester. Je vous le dis,
Ça ne veut pas dire que j'ai compris les marchés, hein, encore une fois. Ne mélangez pas stratégie de trading et compréhension des marchés. Mais quand je vous dis les choses, c'est que généralement, j'en ai bouffé tellement du marché que je commence à le savoir. Voilà, 14,6, il est pile poil là. Pour l'instant, ça fait support. Je pense qu'on l'enfoncera pour venir chercher 23,6 à terme. Mais que pour l'instant, donc doucement, on vient ici et normalement, on doit maintenir ça en clôture hebdomadaire. Donc quoi qu'il arrive, le S&P 500, il a fait le job. Et en gros, il va essayer de digérer un peu ce merdier. Essayer donc de tenir en daily ces zones de prix. Voilà. Donc je pense essayer de mourir au milieu entre les deux là sur le S&P 500 me semble être ce qui sera le plus probable. Donc tenir le cours d'ouverture d'hier me semble assez probablement le scénario du jour. Donc essayez de clôturer au-dessus de ça. Voilà, donc 2663 le cours d'ouverture en gap baissier donc de la séance d'hier. Essayez de maintenir ça pour la clôture hebdomadaire et la semaine prochaine, naturellement, un rebond devrait se mettre en place pour poursuivre au sein de ces structures en triangle. Et donc essayez de voir ce qu'il en est la semaine prochaine. Mais pour ma part, j'aborderai la semaine prochaine avec un biais neutre positif, tout simplement pour retourner chercher des résistances et voir jusqu'où on va avant de revendre éventuellement. Mais je reste neutre, c'est-à-dire je neutre baissier, mais là on est en bas de la structure baissière, je ne suis pas baissier. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine, surveillez tout ça. Alors quand même si, on va faire un petit tour Bitcoin avant la fin. J'aurais dû le faire avant. Ah ben d'ailleurs voilà, ben ça a cassé Bitcoin. Donc voilà, bon bah patience. Là on est bien, on est sur un signal pas inintéressant sur des achats en Bitcoin. Maintenant, attendez un avalement haussier daily. Voilà. Là, la structure, elle est vraiment mature sur la fin de tendance. On voit bien les structures de vagues. Pour moi, ça, c'est la fin. Donc, celle-là, c'est la dernière vague. La vague 1, la consolidation, vague 2 complètement plate. La vague 3, et là, on est en train de chercher l'excès vague 5 divergent. Je n'ai aucune idée des structures de tendance qui peuvent être utilisées ici. Peut-être un truc comme ça, voilà, éventuellement. À voir en fonction de la clôture daily. Moi, honnêtement, maintenant, j'attendrai gentiment et patiemment un excès en avalement haussier. Mais là, pour moi, c'est mature, hein. Tout indique que ce week-end, on va se prendre un gros flux haussier sur les cryptos. Et j'attends simplement que ça se produise. Voilà. En gros, là, on trouve le bottom, on trouve des acheteurs, on éclate toutes les résistances pendant le week-end. Et là, celui qui s'amusera à rester vendeur overweek sur le futur, je ne vous raconte pas la tronche qu'il va prendre, à mon avis, si ça remonte lundi matin. Première résistance sur le Bitcoin, c'est au moins au-dessus de 4007, c'est-à-dire que c'est invendable avant au moins 4007. Donc si vous avez joué des achats, bah, c'est au minimum là pour faire une gestion du risque. Moi, honnêtement, je pense que la gestion du risque, elle se fait là-haut. Je vais pas être je vais être honnête, c'est-à-dire que je pense sincèrement que on va faire boum, 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 et après terminer. Moi, je revends à 7007 mes bitcoins, et je pense que ça nécessitera du coup probablement quelques mois encore, quelques mois pour que ce niveau-là passe là. Mais je vendrai probablement moi au-dessus de ça. Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la médiane du giga canal, moi je fais rien d'autre. Voilà. Je vais donc, honnêtement, je vais aller probablement essayer de faire un petit achat supplémentaire sur mes bitcoins avec ce qui me reste de cash. Je vais probablement aller, il me reste 2005, puisqu'hier j'ai quand même racheté quelques Ethers. Donc il me reste 2005 de cash sur le compte Bitstamp. Je vais probablement remettre 500 aujourd'hui, garder 2000 au cas où on fait une vraie mèche vendeuse. Vous voyez, probablement un samedi complètement rect, peut-être, 2007, 2009, et dimanche, énorme reprise haussière, par exemple. Mais je pense que cette semaine, c'est la mèche basse, hein. C'est-à-dire que on ne va pas clôturer en bas la semaine. Je pense que là, on risque le rect complet. Voilà, on vient chercher sous 2008, histoire de. Et puis ici, probablement, on remonte très rapidement la semaine prochaine. Enfin, on remonte très rapidement dimanche, et puis une semaine prochaine, très probablement haussière derrière. Mais je pense que là, on réouvrira lundi matin au-dessus du cours sur lequel le futur va clôturer. Et en gros, je m'attends même probablement à lundi prochain retrouver les bitcoins à 4004 en dollars, hein, je parle. Donc probablement déjà avoir fait. Soit on reste ici, c'est fini, soit on fait l'excès qui était prévu et terminé. Tiens d'ailleurs, hop, target 2324. Bon ben voilà, on va noter ça. Donc moi je vais acheter un peu là et un peu à 2324 et terminé. Voilà. Je vais mettre mes ordres conditionnels, je ne vais pas suivre le Bitcoin en temps réel, hein. Je vais faire ça. Voilà. Ok, donc beaucoup de prudence, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est essentiel, soyez extrêmement patients.
Dans vos gestions du risque et autres trucs du genre, nous sommes sur des zones de prix. Alors effectivement, je vais aller prendre un BTC USD que Bitstamp pour avoir le hop, pour avoir plus d'historique. Voilà. Donc on est pile poil dans la zone. Je vous avais donc noté les 2009. Et je vais essayer de voir sous 2009 où est-ce qu'on a laissé. Voilà, bon, 2009, de toute façon, on voit bien la zone de cassure évidente, il n'y a pas à dire. C'est bien ici que se trouve la plus forte demande acheteuse sur le Bitcoin, 3000 dollars et en dessous. Et donc 2700 et 2500 sont les soutiens volumiques du niveau inférieur, donc normalement les zones qu'on ne doit pas atteindre. Je dirais que 2005, on ne doit pas installer de clôture ici. Maintenant, venir mécher sur certains exchanges, vu la bêtise des liquidités qui peuvent être exécutées sur certains exchanges, et les mèches que certains exchanges vont faire par endroit. Bon voilà, la raison pour laquelle pas de stop loss, hein. Là vous ne faites pas de spéculation sur les bitcoins, c'est hors de question. Là c'est que du buy and hold, vous ne mettez aucun stop loss, c'est vous les achetez, vous les gardez, et puis si ça vaut rien, ben ça vaut rien. Voilà. Ok, donc pour moi beaucoup de prudence. Si jamais ça ne tient pas, la prochaine zone de cassure c'est 1415. C'est pas impossible. Donc voilà. Moi honnêtement, je pense même que je vais rien faire. Vous savez quoi? Je vais rien toucher au Bitcoin. Je vais attendre les 2005 qui me restent. Je vais attendre qu'ils valident. Voilà. Je vais attendre qu'ils valident. Donc en fait, je les garde mes 2500 dollars pour des opportunités. Voilà. Si jamais ça se met à chuter complètement de ouf, qu'on allait à 1004, ben en fait, je vais utiliser mes 2005 à 1004. Voilà. Par exemple. Donc en fait, je vais rien faire. 2009, bon, ça sert à rien. Je me dis en même temps, j'ai payé 3006, 2009, c'est juste en dessous. Voilà, je vais garder mes 2005 au cas où on est à un cataclysme total, avec retour à 1500 dollars, par exemple. Pourquoi pas. Mais en fait, je vais rien faire d'autre. Voilà. Donc je vais garder mes 2500 euros restants. Je les mettrai dans le marché quand il validera des avalements haussiers daily. Si ça valide aujourd'hui ou demain, bah pourquoi pas, hein, j'hésiterai pas à y aller. Mais si aujourd'hui ça bloque, voilà, pour moi en daily c'est signal exploitable, niveau de prix, là regarde, on n'est pas sur des petits bleus, enfin on n'est pas sur des bleus tièdes comme on était avant, là on est sur du gros bleu, pour moi il faut y aller, voilà. Bon, hein. Maintenant j'aurais aimé qu'on soit sur un niveau de prix, parce que vous voyez sur Sine Wave, c'est pas non plus un signal d'achat qu'on a, c'est un signal de surcharge du momentum vendeur, mais on n'est pas sur un niveau technique. Donc je dirais effectivement, bon, peut-être essayer d'attendre un excès à 2009. Je vais regarder la structure de prix intraday. Et ok, effectivement, ça teste rect, comme d'habitude, le bon vieux classique. Toujours en vague 3, donc attention, hein, pour moi ça fait 1, dans ce cas-là 2, 3, attendre, pullback et rect. Donc je dirais que c'est pas mature, hein. Peut-être que pour demain les baisses, puisque aujourd'hui en gros on va essayer peut-être de digérer, faire une vague 4, et derrière peut-être demain du coup, 8 décembre, gros rect, mais alors attention, hein, là, vu la structure de prix et vu la tronche de la vague 3, faites attention, hein, je m'attends quand même à une 5 bien violente, hein, bien épidermique et peut-être plus que peut-être moins, même encore moins cher que 2009. Hein. Après, ceux qui essaient d'attraper le point bas, je vous ai déjà dit pour moi à quel point je trouve ce jeu stupide. Mais bon, vous le faites si vous voulez. Moi, donc, je ne ferai plus rien. Voilà. Même pas 2009, j'achète que dalle. Moi, là, maintenant, je touche plus que dalle. Je laisse ce marché mourir gentiment, mais sûrement. D'un point de vue daily, à quoi ressemblent les volumes? Voilà, vous voyez, ça recte, mais il n'y a même plus de volume. En fait, là, ça tente des accélérations baissières, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus. Ce marché est un peu à bout de souffle. Donc, soit il trouve un vrai gros rect avec un dernier volume énormissime, soit c'est terminé. En fait, plus personne ne vend ses bitcoins. Les spéculateurs, au bout d'un moment, jouent un jeu toujours plus dangereux. Hein. Plus la spéculation se fait sur des prix bas, plus celui qui vend des bitcoins à 3300 risque de ne pas pouvoir les racheter avant 2-3 000 dollars de hausse. Quoi. Donc c'est ça le problème. Hein. Ceux qui jouent à la vente jouent un jeu assez dangereux, je trouve. Donc toujours mes mêmes avertissements, pas de vente, que des achats. Essayez de voir si on arrive à percer les 2009. Si c'est un V-bottom, achat ensuite. Pour ma part, si ça perce ce niveau et qu'on arrive à accéder aux 2005, dans ce cas-là, j'attendrai éventuellement d'aller jusqu'à 1400 dollars. Mais je veux garder du cash pour cette zone au cas où. Alors probabilité d'y aller pour moi inférieure à 2%. Mais est-ce que nécessairement j'ai envie de rajouter les 2500 balles qui me restent de Bitcoin là maintenant tout de suite? La réponse pour moi est non. L'Ether donc est passé sous les 90. Moi j'en ai repris une petite couche là l'autre jour là, donc ici.
Bon, ça me paraît bien, hein, voilà. Bon, bah, non, moi je les ai pris là, je les ai pris il y a 2 jours, là, hier. Voilà. J'ai dû les prendre sur cette bougie-là, là. Avant-hier, je crois. Moi, j'ai dû prendre quand j'ai pris juste en dessous là, je sais plus. On était ouais, en train de casser les 100 $. Bon voilà, ça continue de baisser. Écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est la même chose. Ce marché-là, premier retracement à 400 $. Je pense que quand on termine la tendance baissière, ces directions-là, et vu le pump, ça va se faire en quelques jours. Attendez-vous à un truc comme ça, hein, donc avec des phases épidermiques, aucun retracement. Sauf que cette fois, évidemment, cet achat-là ne reviendra pas faire un plus bas. C'est-à-dire que je ne pense pas que derrière on fasse ça pour venir partir chasser plus bas. Là, c'est toujours pareil, pour moi, Ether ou Bitcoin, c'est on remonte, on consolide à plat, et ensuite on essaye la deuxième poussée pour aller chercher les contextes. Ok, donc en gros, le premier qui vient chercher les 50%, gère son risque, le deuxième qui pousse jusqu'au contexte, qui casse le contexte. Hein. Donc pour moi, Ether, c'est là, hein, c'est 900 minimum, dans un second temps, mais en cassure donc de ce contexte. Ok, contexte qui va venir là. Donc pour installer un range, on casse le contexte, moi j'encaisse tout mon merdier, j'en garde un peu à long terme, je laisse consolider, et si ça réattaque pour une nouvelle tendance haussière, c'est-à-dire une nouvelle bulle, si on recrée une nouvelle bulle pour rechercher des valeurs plus haussières sur Ether et compagnie, là on pourra viser des 5000, 10 000 en objectif haussier dans une bulle. Dans ce cas-là, ok, mais ça se fera dans une dernière phase, et en attendant, je pourrais donc trader à l'achat à la bulle, parce que je réinvestirai les gains que j'aurais pris en phase spéculative. Ici, on est en phase spéculative, c'est pas maintenant qu'il faut mettre du levier, encore moins qu'il faille mettre plus qu'une portion de votre capital. Mais moi, je maintiens la structure de volume. Pour moi, c'est Ether, le leader, et non pas Bitcoin. De la part d'un intérêt spéculatif. Dans un intérêt spéculatif, il me semble, c'est l'Ether qui, pour moi, attire le plus les capitaux de par la structure de volume. Vous voyez bien la construction, plus ça baisse, plus le volume augmente. Ça, quand ça va terminer la tendance baissière, ça va être très difficile après de l'invalider. La tendance haussière, j'entends bien. Voilà. Mais il va déjà falloir commencer par ça, invalider la tendance baissière, et pour l'instant, ça reste théorique. Mais on est bien, donc là, on la voit bien hein, maintenant, la structure. Donc ça faisait bien vague 1, 2 à plat, 3, 4 à plat, et là, on est bien dans la vague finale qui va normalement se faire retourner violemment derrière. Donc hein, une typique deuxième phase de baisse dans une phase de consolidation, et je maintiens bien là où pour moi Bitcoin a une structure de crack, pour moi Ethereum a une structure de consolidation, tout ce qui est de plus classique. Hein, je le maintiens. Hein. Ça, pour moi, c'est pas un marché qui a craché. Alors oui, vous allez me dire, mais il a perdu 85% de sa valeur, et je sais pas quoi. Oui, oui, ok, je m'en fous. La structure de prix, pour moi, ça, c'est un marché qui recherche des acheteurs. C'est pas un marché qui est en recherche de valeur plancher. Ça, c'est un marché qui fait le plein d'acheteurs dans une phase de consolidation. Maintenant, voilà, on va voir ce qu'il en est. Mais je pense qu'une fois que le bottom sera trouvé sur les Ethers, ça va être punchy derrière. Voilà. Je vais regarder du coup le ETH-USD Bitstamp. Pour avoir... Alors, je ne peux pas avoir plus d'historique que ça. Il n'y a pas un ETH-USD Composite, là. Le Binance, voilà. Bon, bah alors, c'est pire, on est encore plus bas que les prix d'introduction sur les Ethers. Ouais, on est comme du truc. Bon, au bout d'un moment, je pense quand même qu'on a quand même quelque chose qui... Alors, soit ça vaut rien, hein, dans ce cas-là, c'est juste un pur non-sens. Mais pour moi, la structure reste quand même beaucoup plus intéressante en recherche de valeur haussière. Autrement dit, si on trouve ça derrière, je pense que sur les terres, on a beaucoup plus de chances de franchir les 1400 $ que notre Bitcoin n'aura de chance de franchir les 20 000. Voilà, ça c'est le sentiment que j'en ai. Maintenant, attention, là on n'a pas encore le signal sur l'Ethereum, mais je pense que là on commence à compter ça en jours. Donc c'est intéressant, mais attendez, encore une fois, n'anticipez plus les timings. Je pense tout simplement, regardez ces marchés. Le jour où ça va exploser, vous serez content. Vous pourrez enfin vous dire, ça y est, on a graphiquement parlant terminé ces phases de baisse. Pour l'instant, elles sont spéculatives et on attend gentiment. L'important ici, c'était de payer des prix intéressants, pas de chercher le prix du bottom. Les phases sont matures. Il me semble que de toute façon, Ether, là, pareil, comme Bitcoin, il faut en avoir en portefeuille et attendre gentiment que l'épuisement vendeur se mette en place. Derrière, je vous ai dit, ça se retournera avec une structure très pernicieuse, c'est-à-dire un marché sans vendeur. Donc derrière, il va y avoir du FOMO et personne pour vendre ces bitcoins dans un marché très illiquide, c'est-à-dire un marché sans flottant. Et en fait, les seuls bitcoins qui seront vendus ne seront revendus que par les gens qui les ont holdés, c'est-à-dire que attendez-vous à ce que ça revienne rapidos vers les résistances. Ne revendez surtout pas vos Ethers avant les résistances. Hein.
Moi, vu la maturité du système, le retracement qu'on va faire, c'est le retracement de cette vague-là, hein, de tout ça. Ce qui veut dire que là, vous mettez vos fibos retracement là-dedans. Si vous me larguez ça avant 50%, on n'est pas potes, quoi. Voilà. Donc moi, je dirais le minimum pour revendre des Ethers, c'est 460. Et c'est stricto minimum. Moi, je vais probablement même attendre 61 et 550 pour revendre des Ethers. Donc, faites comme vous voulez. Moi, je suis très agressif. Je vais viser effectivement des niveaux de retracement relativement profonds. Mais moi, c'est par là que je largue mes Ethers. Ça a toujours été le même plan. Hein. Voilà. Donc l'autre jour j'ai refait un peu le plein, hein, donc c'est cool, hein, en fait, pour le même montant que ce que j'avais dépensé avant, j'en ai eu beaucoup plus des Ethers, donc c'est pas mal, voilà. Mais moi à ce niveau-là, de toute façon, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir un prix de revient moyen pour les Ethers à peu près là, c'est ce que j'ai. Donc le jour je l'ai encore fait descendre, hein. Là je suis sous les 200 maintenant en prix de revient unitaire d'Ethers. Tout ce qui m'importe c'est ça, voilà, me dit 200, 500, c'est parfait, à ce niveau-là je vais prendre un gros gain, et voilà, ça aura nécessité toute cette phase de patience. Et je terminerai là-dessus. Je vous rappelle souvent et tout le temps, ce que j'essaie de vous apprendre à faire ici, c'est pas de jouer Dieu, c'est-à-dire de chercher le prix absolument, le dernier prix, le Bitcoin le moins cher de l'histoire, ou, enfin pas de l'histoire, mais de ce cycle, ou l'Ether le moins cher de ce cycle. Moi, ce que j'essaie de vous faire, c'est de vous projeter vers un objectif graphique qui, je pense, sera retesté. Pour moi, sur l'Ether, c'est 541. Et de savoir à quel niveau de prix et avec quelle gestion du risque une entrée dans la vue de cet objectif est faisable. Dans un objectif, évidemment, de swing, très long terme, d'un objectif long terme. Donc buy and hold. À quel moment, en fait, sur Ether, c'était judicieux de faire des buy and hold? Voilà, pour moi, tous les endroits de prix que j'ai payés étaient des endroits judicieux. Ça. Voilà les endroits où, pour moi, Ether, c'était judicieux de faire des buy and hold. Cette zone-là, clairement, je l'ai payée. Cette zone-là, je la paye aussi. Voilà. Maintenant, là, on en fait une dernière petite queue. Ça se trouve, on va faire un truc complètement épidermique, 14 $, un Ether, je m'en fous. Tout ça, je m'en branle, si tu veux. Le mec qui va les acheter là, oui, certes, il va pouvoir en acheter beaucoup plus que moi des Ethers avec le même montant. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à branler de ça? Moi, tout ce qui compte, c'est quel est le risque que je prends pour venir revendre un Ether 540 derrière. Voilà, pour moi, ici, le risque était limité. On a passé toute cette phase à plat, ça n'a jamais réussi à décoller. On va chercher du coup plus bas, mais sur cette zone, je maintiens mes billets acheteurs. Maintenant, là, j'ai acheté ça peut-être un peu trop agressivement. Je pense effectivement que j'aurais peut-être dû attendre les mêmes signaux bleus là qui vont pas tarder à arriver dans quelques jours, je pense, sur les Ethers. Ok? Mais là, en fait, je peux vous dire un truc. Ethereum, là, dès que ça va repartir à l'achat, dès que les bougies vont se réorienter à l'achat, dès que le momentum ici va se retourner, c'est des patterns acheteuses qui vont sortir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le truc, c'est que moi, j'anticipe, j'attends pas que le signal arrive, parce que quand le signal va arriver, on sera beaucoup plus haut. C'est-à-dire que là, ici, le signal, si vous le preniez en clôture de la bougie, ça vous remontait à 215, d'accord, alors que moi, sur cette zone-là, j'ai payé 191. Donc, vous voyez, j'ai préféré acheter ultra spéculatif. Je n'ai pas eu le meilleur prix, mais j'ai eu un meilleur prix que si j'avais attendu la clôture du signal. Ok ? Donc oui, je prends un peu de risque, je spécule, mais c'est mon job. Voilà. Après, je ne vous invite pas à le faire. Moi, je vous invite à attendre les clôtures de bougies. Maintenant, là, soyez conscient que dès qu'on fait un avalement haussier daily, ça va pumper, et ça ne va pas pumper un peu. Ça va pumper beaucoup plus fort que ça. Là, je m'attends sincèrement, de première réactivation, on fait 80% sur les Ethers. En une journée. Voilà. Je vous ai dit, je vous ai préparé déjà dès hier sur les crypto-devises. Attendez-vous, le moment où ces machins-là vont trouver le bottom, les chiffres de réactivation vont être complètement fous. Effectivement, on va faire x2 sur les Ethers en une journée, probablement. On passera de 80 à 150, voire 200, et vous verrez des chiffres comme vous n'en avez jamais vu. Des hausses de 150% sur l'Ether, par exemple. Ça ne me semble pas stupide. Voilà. Ça me semble même totalement compatible, ce genre de hausse. Donc attendez-vous à ça, et prenez un screenshot, ce sera historique, et vous n'en verrez pas souvent des trucs comme ça. Mais voilà, pour moi, si ça réactive, ça va être punchy, et puis si ça réactive jamais, vous aurez misé comme moi sur des chevaux complètement nuls, et dans ce cas-là, on aura gentiment et allègrement perdu notre temps en regardant ces actifs. Voilà. Mais en attendant, on aura respecté une gestion du risque, clairement, ce qui n'était clairement pas le cas de tous ceux qui hold depuis 17 000 $ sur le Bitcoin, et autres bêtises du genre. Voilà. Allez, on a terminé. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi. J'espère que lundi, on se retrouvera avec un Bitcoin et des autres cryptos, toutes à la hausse. Je maintiens toujours mon billet. Pour moi, la plus attractive, c'est l'Ether, tout simplement parce que elle, dès qu'elle valide, elle fait x2. Là où Bitcoin ne fera pas x2 instantanément, on est bien d'accord.
Mais donc pour moi, première résistance Ethereum 400 $, là où cette résistance est à 5005 sur le Bitcoin. Donc voilà, hausse du Bitcoin de 3000 à 5000, il fera 80% de hausse, là où l'Ether peut très bien faire 300% en quelques jours. Voilà. Donc ratio de prix, beaucoup plus intéressant pour moi sur les Ethereum. Maintenant, si ça se trouve, c'est celui qui vaudra vraiment le plus, qui vaudra vraiment le moins. Voilà. Hein, théoriquement, la façon dont je vois ce truc-là. Allez, bye bye!